Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Salut! Ouf, ça me fait beaucoup d'animation en peu de temps. Je ne prends même pas de congé de mon podcast, malgré le fait que je remplace à la radio. Hey, je mérite des félicitations. Merci Jean-Luc, c'est soutenu comme applaudissement. Je suis content. C'est ta job, t'es payé pour, arrête de chialer. Moi, je suis payé pour, arrête de chialer. Ouais. D'ailleurs, on a parlé à notre ami Jean-Michel Goyette ce matin là, sur les cinémas et l'avenir des cinémas. Puis honnêtement, peut-être juste en intro comme ça, de savoir que le calendrier est repoussé encore. On parle de Tenet, entre autres, qui semble être un peu le phare dans la nuit. Radar. Là, le radar. Là. Honnêtement, hier, ils l'ont 100% clairé. Ouais. Là, cette semaine, il y a eu les rapports sur Train of Busan 2 en Asie qui a quand même réussi à faire pas pire de cash malgré tout ça. Et je pense que tranquillement, pas vite, les États-Unis sont en train de comprendre que USA First. Ça marchera pas dans le cinéma. Là. Ça marchera pas dans le cinéma parce que s'ils attendent qu'ils reviennent l'été prochain, ben AMC aux États-Unis vont faire faillite, puis tous les cinémas dans le monde vont avoir fait faillite, c'est qu'ils vont faire lancer ça dans le... Sauf que tu mets quand même en péril un peu ton industrie, parce que si tu le sors à l'international, genre un an avant... C'est parce que le plan dans l'article publié aujourd'hui par rapport à Tenet, qui parlait peut-être de la fin août, c'est qu'ils vont sortir ça dans des petits marchés éparpillés. Ça sera pas une sortie majeur en même temps, c'est qu'ils vont sortir à certains endroits, c'est qu'ils vont comme créer un hype qui va se parler d'un hype, qui va parler d'un hype, Ben, qui va un peu comme dans les années 70-80, le cinéma fonctionnait comme ça dans ces années-là en passant. Là. Star Wars n'est pas sorti le même jour partout. Là. Ben, exactement, ça fait que là, il sortirait dans certains marchés différemment, ça fait que le bouche à oreille pourrait créer un hype plus haut, sauf qu'on est quand même pogné en 2020, ce qui fait que Pirate Bay, Hunter... Ben, c'est là que je m'en allais à la différence qu'en 1977, quand tu faisais ça... Il y avait une seule manière de voir le film. Parce que Troll, c'est ce qui s'est produit, là. Troll, quand ils ont sorti en VOD, là, direct on demand, c'était 20 $. Moi, je l'ai payé, j'ai pas eu de problème. Je me suis fait une soirée avec mes kids, OK. Mais du moment où il s'est ramassé comme ça, là, ça a été instantané, direct sur les réseaux. Le film le plus piraté. Exactement. Puis ils ont perdu à peu près tout l'argent qu'ils ont mis là-dedans. Fait que, puis l'autre plan, moi, que j'avais lu, là, celui que tu me viens de me parler, j'en avais pas entendu parler, mais l'autre plan que j'avais entendu, moi, c'était pouvoir le sortir à l'international puis avoir une date différée aux États-Unis. Mais là, c'est le même problème parce que ton marché aux États-Unis, t'en as besoin, puis ils vont aller le chercher genre piraté. Là. C'est un peu ça le problème. Puis honnêtement, ça me fait de la peine. Je voulais le voir Tenet, je voulais voir Wonder Woman, je voulais voir James Bond. Ouais. J'avais beaucoup de films que je voulais voir. Là. Je suis un peu déçu. Ça s'enligne mal, mettons, pour cette année. J'espère qu'ils vont réussir à s'entendre pour une sortie à l'international. Là. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne alternative, mais monétairement parlant, c'est toujours ça qui va décider, puis je pense pas que ça soit... Sans compter aussi au niveau des droits de distribution, il faudrait qu'ils modifient ça, parce que dans des salles où tu ne peux pas être pleine capacité, si tu veux réussir à faire le même budget, même profit en une fin de semaine, il faut que tu le présentes dans 5 fois plus de salles. Exact. Parce qu'une salle de 250 personnes à 50 personnes, ça te prend 5 salles de 50 personnes pour réussir à le faire. Puis c'est de pays en pays, les standards changent en plus. Il faut que tu payes pour chaque projecteur où il faut que tu le passes. Le cinéma, il ne fait plus de profit. Tandis que les studios, eux autres, d'une certaine façon, essaient d'en faire. Parce qu'il y a des ententes à faire, mais comment ça va arranger ça? Mais crise égale opportunité, par exemple. Tu sais, c'est peut-être comme un peu quand Star Wars est arrivé en 77, puis ça a changé les salles de cinéma qui étaient en train de mourir, là, en passant, là, avant Star Wars, là, c'était en train de mourir, le cinéma, là. Ça allait pas bien. C'est peut-être là, le temps de mettre à l'avant-plan, par exemple, les solutions qu'on avait vues dans les dernières années, les memberships à l'année, les films qui diffèrent de prix selon la qualité ou il y a peut-être des solutions à mettre de l'avant. Là. Parce que, tu sais, le monde comme nous autres là, qui l'attendent Tenet, on va aller le voir. Mais est-ce que monsieur, madame, tout le monde qui allait, mettons, 2-3 fois au cinéma par année sont prêts à retourner voir Tenet dans une salle avec les restrictions, quand il faut mettre un masque pour aller à l'épicerie? Est-ce que les gens sont prêts à aller se renfermer dans une salle? Je sais pas. Puis je pense que les studios le savent pas non plus, puis il y a personne qui va être le premier à se mouiller puis le découvrir. Ça va fonctionner. Tu le vois là, avec les incorruptibles du cinéma. Moi, j'y suis allé déjà 2 fois depuis le retour en salle parce que
je me sens comme pas coupable, mais tu sais, je veux les encourager. Ouais. Mais tabarouette, je suis tout seul. Là, je suis allé voir Star Wars épisode 7, j'étais tout seul. Je suis allé voir Empire Strikes Back, on était 5. Je veux dire, ça semble pas fonctionner tant que ça. Honnêtement, même ça coûte pas cher. Ça fonctionne pas. Non, le cinéma que j'ai ici, ça me tente pas d'y aller. Honnêtement, là, Tenet passerait ici, là, hein, possiblement que je m'en remonterais à Québec pour aller le voir. Pas là, le cinéma de Chicoutimi ne m'intéresse c'est un problème en soi. C'est un Quoique Apéro, c'est le fun. Moi, j'aime beaucoup ça. Ouais, mais Apéro, il y a 2 films. L'écran fait 2 pouces de plus que ma TV. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un maudit problème. Une chance que les ailes de poulet sont succulentes, parce que sinon, j'irais pas. Mais, tu vois, j'y suis allé, puis c'est juste que, tu sais... Puis encore, on en a parlé la dernière fois, la sélection des films aussi laisse un peu à désirer. J'ai parlé avec les gens du Cinéparc de Falardeau, sur les droits, entre autres, de films qu'ils peuvent présenter. C'est compliqué. C'est plus compliqué encore que ce que tu nous avais expliqué, qui était déjà compliqué, tu sais. Fait qu'on se donne pas de chance non plus dans ce milieu-là. Il va falloir, à un moment donné, que quelqu'un lève la main et dise « Hey, c'est parce que vous n'êtes pas écœurés de mourir, bande de câbles. Il va falloir, tu sais, faire quelque chose parce que ça n'a pas de bon sens. » Et en passant, pour avoir vécu l'expérience Cinéparc, c'est une belle expérience. Mais on comprend pourquoi ils ont fermé. C'est un peu comme les drive-in de manger dans son char. Là. C'était une mode. C'était le fun, mais une fois que tu l'as fait et tu as dit, regarde, j'y ai été pour cette année. Non, c'est pas juste à cause que tout le monde a ça des celui-là et ils peuvent filmer qu'est-ce que tu fais dans le char d'à côté? Ben, non, moi, mon problème, tu vois, ça a été le stress que j'ai dû gérer tout le long du film, à savoir si ma batterie allait repartir. Parce que, visiblement, les chars, c'est plus les mêmes que dans les années 80-90. Non, effectivement. Puis tu serais mal vu de laisser le char tourner tout le long. Genre, puis la batterie arrêtait pas de m'envoyer des messages du genre restartez votre char parce que vous êtes en train de décharger votre batterie. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, Chris, on repartira juste pas d'ici. Je vais te dire que pour la concentration pour écouter un film, là, 0 une barre. Hey, beaucoup de choses aujourd'hui, puis je suis content parce que je vous promets qu'à part moi et un sujet en particulier, on parlera pas de DC aujourd'hui. C'est un podcast presque DC Free. C'est presque DC Free aujourd'hui. Et on va même parler de cinéma aujourd'hui, de films. Ouais, ça c'est bien par contre, on va venir à parler un peu de cinéma. On a vu un film. Une nouveauté, je parle. Là. Quelque chose qui est sorti, puis on l'a vu les 3 ensemble, puis on a fait comme wow! Alors, ça, c'est vraiment le fun. On va vous en parler dans quelques minutes. On va parler aussi de projets bande dessinée indépendante. Ça fait. Tu nous en avais glissé un mot, Alan, de cette nouvelle compagnie là, qui faisait sa sortie, qui avait une coupe de comics, puis on n'était pas sûr que ça allait survivre, mais là, je pense qu'ils ont frappé un grand coup. Tu parles de Berserker? Ouais. C'est Boom qui sort ça. Boom, ça fait longtemps. C'est pas celle-là. C'est laquelle qui a été créée? C'est laquelle qui a été créée il n'y a pas longtemps? AWA. Ah, OK, puis eux autres, 0 avec une barre. Ben non, ça va super bien. C'est juste que les autres, ils ont sorti leur première BD, puis le COVID a pogné. Ça fait qu'ils viennent de sortir leur 2e numéro le mois passé. Ouch! Puis bon, ils vont survivre? Ben oui. Je leur souhaite. C'est le award-winning artist. C'est une gang de nominés qui ont gagné plein de prix qui font des BD. Mais là, chez Boom, d'abord, c'est quoi qui ont sorti que je connais? Ça ressemble beaucoup à Dark Horse, si je ne m'abuse. Tu me corrigeras, Alan. Je pense qu'ils ont beaucoup de franchises. Il me semble que genre les Buffy et les Firefly sont rendus là. T'as Power Ranger qui est chez Boom. OK, ça, je savais pas. Je pensais qu'il était à IDW. Quand j'avais parlé des Turtles Power Ranger qui étaient là-bas, la série de Simon Spurrier que je fais Alienated chez Boom aussi. OK. Mais en tout cas, ils ont frappé un grand coup. Oui. Parce que là, ils vont peut-être être un peu plus connus. En tout cas, parce que moi, personnellement, je n'ai pas lu de leur stock. Là, je ne les connaissais pas. Je pensais que Power Rangers était chez IDW avec les Transformers et autres. Là. Ah, je ne savais pas qu'ils étaient chez Boom Comics. Bref, on va parler de ça parce qu'ils ont frappé un grand coup. On va parler aussi, évidemment, de Invincible. J'en ai parlé lors du dernier podcast parce que j'en ai que tu m'as initié à ça. Écoute, j'ai fini le premier compendium, donc je suis rendu au 2e. Mais là, à 80$ le livre, j'attends un petit peu. Et il y en a 3 aussi, là. Oui. Achète-le. Oui, je sais. Achète-le. Je vais finir par l'acheter. Mais on va en parler parce que, c'était-tu confirmé au moment où on en a parlé que je te disais, ça serait tellement un bon dessin animé? Oui, ça fait longtemps, mais il me semble que genre depuis 2004 là, qu'ils ont annoncé qu'une série animée était en travail, sauf que là, on est tombé dans le beaucoup plus concret cette semaine. Parce que je le vois vraiment comme ça, ce projet-là. Je vois pas un film là-dessus, je vois pas une série télé avec des vrais... C'est vraiment un style, puis j'aime pas le mot, j'aime pas Family Guy, parce que c'est pas décousu comme Family Guy, mais je veux dire, l'humour qui est présent, la façon dont tu peux t'amuser, les espèces de... Sans dire que c'est des cutaways, il est tout le temps en train de se battre contre du monde qu'on connaît pas l'histoire, puis ça commence de même. Genre, il est en train de se battre contre un gros Christy de monstre dans une ville. Ouais, ça s'apprête très bien, genre dans un show de 30 minutes. Là, exactement, là, un peu au format d'Harley Quinn, là, un peu plus adulte, peut-être un peu plus... Parce que ça a un look très 1990. Exact. Et ça a les couleurs de 1990 exact. aussi. Donc, ça peut je pense que ça peut bien se transposer dans une série télé. On va en reparler parce qu'ils ont dévoilé les voix qui vont travailler là-dessus. Puis, aïe, aïe.
Moi, j'étais jeté à terre. Là. Je m'attendais pas à ça non plus. Je pense que Jeff Bezos, c'est de l'argent, puis ça paraît. Ah non, c'est fou raide. Écoute, une raison de plus de rester sur Amazon Prime. Oui. Une très grosse raison de rester sur Amazon Prime. On va vous parler aussi de Chucky. On va vous parler de City of Bane qui met fin à la longue run de Tom King sur Batman. En fait, depuis les débuts de Rebirth, donc on peut dire près d'une centaine de numéros à peu près. Que Tom King a écrit de Batman avec des hauts et des bas. Je vous expliquerai ce que j'en ai pensé. Puis c'est en 2 temps. Dans cet épisode où on ne parle pas de DC, on va parler d'une grande run de Batman. Ouais, mais je t'avais dit que ça allait être le seul bout. T'écoutais pas, hein? Oui, j'écoutais, mais j'aime narguer. Non, t'écoutais pas. J'ai dit que j'allais parler d'un sujet de DC. Ça allait être moi qui allais en parler. J'allais parler de Batman. Et on va vous revenir, évidemment, avec nos poisons en fin d'émission. Des choses qu'on a découvertes. Écoute, je ne vais pas brûler de punch, là. Mais notre auteur préféré, là, notre coup de cœur de Wonder Woman Dead Hurt, là, et là, j'ai oublié son nom après l'avoir Daniel Warren Johnson. Daniel Warren Johnson. J'ai fini Extremity, là. Wow. Tu sais, s'il y a des gens à Hollywood qui cherchent des projets originaux, là, des franchises à partir ou des trucs qui pourraient nous donner le goût de retourner au cinéma, il y a quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose là. On en reparlera. Allez, on commence justement parlant de comic book. Il n'y a pas si longtemps, je vous disais que je fais souvent ça. Des fois, je vais sur Internet, puis là, je fais comme genre le 10 meilleurs comics indépendants ou 10 meilleurs comics à ne pas manquer ou chez Image, meilleure lecture à faire. Puis, on m'avait sorti dans le top 10, 15 ou même peut-être 25. Là. 9 positions par Jeff Lemire. On a réussi à pas parler de DC, mais pas de Jeff Lemire. Ça sera la seule mention cette semaine. Pourquoi j'en doute? Bref, je regardais dans le palmarès, puis tu sais, les mêmes titres reviennent souvent, là, Walking Dead, puis etc. Puis à un moment donné, je vois The Old Guard par Greg Rucka, puis je vois que c'est ongoing, tu sais, que c'est encore en train de s'écrire, puis en plus, il y a un seul TP disponible. Fait que tu sais, je me dis, c'est pas un gros investissement, tu l'achètes, tu le lis. Si t'aimes ça, t'attends le 2e TP, puis tu continues à suivre ça. Si t'aimes pas ça, ça t'a coûté 1 TP, merci, tu sacs ça dans la bibliothèque, tu l'as pas lu. Fait que je l'ai commandé, The Old Guard. Et honnêtement, là, je le jure sur la tête de mes enfants, j'avais aucune idée que Netflix préparait quelque chose. Là. Puis tu l'as reçu comme la semaine avant. Que ça sorte, là. Et moi, de te voir puis prendre la photo du The Old Guard, je fais comme, c'est pas le film avec Charlize Theron qui sort la semaine prochaine sur Netflix? Moi, je fais comme, hein? De quoi, ça? Quel film avec Charlize Theron? De quoi tu me parles? Moi, Netflix, c'est toujours une surprise quand ça sort. C'est bien rare que j'entends parler ou que pour une raison X ou Y. Puis je l'ai vraiment lu avant d'écouter le film. Puis je vous ai dit, hey les gars, c'est vraiment bon. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est cool, l'histoire, puis tout. Puis finalement, on a écouté le film, les trois. Puis Alan, je t'ai prêté la bande dessinée. Bref, on a écouté le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais commencer. Le film est pas mauvais. Ça s'écoute bien. Il y a des pas pires de séquences d'action. Il y a le défaut de Netflix qui sait encore pas quand est-ce et où couper. Le film commence rapide, tombe mort, un petit peu d'action, inutile, mort, inutile, finale explosive. Et aussi, il y a le gros problème de certaines productions Netflix où ils sont tellement contents d'avoir des caméras haute définition 6K qui oublient de mettre de fil. Ça fait que j'ai l'impression que le film a été tourné avec un asti de cellulaire tout le long parce que les couleurs sont les mêmes que la vraie vie de dehors. Ça fait que peu importe la location, ce qu'ils sont, le ciel est de la même couleur. Si je vois une séquence qui se passe au 12e siècle, ben c'est la même calice de couleur que le dehors en ce moment. Puis ça fait que sur les costumes, c'est cheap. C'est ça, c'est un peu cheap. En fait, ça donne un peu l'impression série télé. Tu sais, série télé, quand je parle de série télé, je parle, tu sais, genre Place Melrose, là. Parce que t'as pas besoin d'avoir de filtre. Et Riverdale a plus de fil que ça. Ouais, ben oui. Même que dans Sabrina Teenage Witch, il avait abusé du filtre dans la première saison. Ils ont même été obligés de se corriger. Mais tu sais, je veux dire, ça ressemble plus à Place Melrose, Friends, puis Seinfeld qu'un film d'époque, mettons. Là. Oui. Et c'est un gros défaut, puis ça paraît dans le film. Là. Puis sans compter qu'une image qui est trop claire de même, que t'as une chorégraphie de combat, mettons, que comme t'es semi-chié, puis que, tu sais, tu coupes beaucoup au montage, fais des plans de montage parce que t'as de la misère à tout synchroniser, puis tes petits acteurs sont pas capables de faire un plan séquence complet. Quand c'est trop clair, puis t'as pas de flou, ça paraît que des fois, les cascades sont chiées. Mais en dehors du technique, Jean-Nic, t'en as pensé quoi? Sa plus grande qualité, je pense, c'est que je me suis pas ennuyé. Je m'attendais pas à grand-chose. J'avais pas lu sur le film, mis à part je savais qu'il y avait des immortels à l'intérieur.
j'ai pas vu le temps passer puis j'ai eu du fun. Mais je te dirais que c'est pas mal le plus positif que j'ai à dire là-dessus. Là. On va sortir le pire en premier, là, la trame sonore. Ah, la trame sonore, c'est terrible. Ça n'a aucun bon sens. C'est terrible. Ça me fait mal, ouais. Puis ça me faisait penser autant à Suicide Squad. On dirait qu'ils voulaient mettre des tunes de l'avant. Autant ça fonctionnait dans Suicide Squad. Dans ça, ils sont comme allés chercher le top 10 des tunes de rap pop qui devaient être à la mode. Puis pendant que tu l'écoutes, là, le film est sorti sur Netflix cette semaine. Puis t'as déjà l'impression que c'est hyper daté à cause de la musique. Et ça, là, ça. Oui, parce que c'est pas des classiques, là. Ah non, sérieusement. Non. La musique était tellement poche que je me suis amusé, comme je fais des fois dans des films, dans des séries TV, je fais du Shazam pendant que j'écoute ça. Et je vous dis que tous les noms qui ont sorti là-dedans, il n'y en a pas un qui est dans les palmarès. Non, hein. Ça n'a pas dû coûter cher. On dirait qu'ils ont dit, hey, tu me prends les 50 dernières tunes d'un top 500 Spotify, va me les chercher. Puis. Sinon, c'est ça. Ça s'écoute bien, c'est plaisant. Ça passera pas à l'histoire pour ces séquences d'action. Je pense qu'il y a des bonnes idées, mais c'est un petit peu mal exécuté. Là. Il y a des trucs que j'avais le goût que ça soit plus cool, là, les voir. Parce que, tu sais, les personnages, dans le fond, les Immortels, travaillent ensemble depuis, j'allais dire des décennies, mais des centaines d'années, voire des millénaires. Fait que, normalement, il y a une synergie qu'on trouve entre eux, puis ça, c'est peut-être plus présent dans les bandes dessinées, mais tu sais, il y en a un qui va pousser quelqu'un pendant qu'il tire le gun à l'autre qui sait qu'il faut qu'il l'attrape, qui tire un coup. Tu vois qu'ils ont essayé de mettre ça, les chorégraphies de l'avant, mais c'est mis un petit peu maladroit, puis des fois, on dirait que c'est comme hors-champ. C'est pas une grande réussite. C'est un peu comme Révolution. Je pense que c'est toi qui m'as donné ce commentaire-là. J'ai trouvé ça drôle parce qu'à la limite, moi, ça m'a plu, mais ça peut déranger. Les méchants tentent de se faire tuer. Là, je veux dire, on met beaucoup de l'avant la chorégraphie. Ouais. Puis comment elle est exécutée, mais le méchant est comme clairement juste là avec son gun. Ouais, ça semble pas être ils sont pas très entraînés. Non, tu sais, mettons je sais pas si c'est parce qu'il est impressionné par ce qu'il voit ou si c'est parce qu'on leur a juste dit, garde, restez là, puis Charlie, elle va finir avec les deux là, puis après ça, elle va te tirer. Mais ça, encore une fois, là, c'est le défaut de John Wick. Parce que c'est encore la même équipe après de cascadeurs qui a travaillé sur John Wick, c'est qu'ils ont créé un phénomène qui essaie toujours de répéter partout. Et moi, je le dis toujours, le problème qu'on a présentement avec nos films d'action, c'est qu'on a deux cons qui ont scrappé le film d'action. On a Keanu Reeves qui est trop fucké dans la tête, qui fait ses propres cascades puis qui fait des plans séquences qui est mongol. Puis de l'autre côté, t'as un Tom Cruise que lui, c'est un imbécile heureux qui se tire en bas d'un avion de 60 000 pieds d'altitude. Il va se tirer en bas d'un pont en moto, puis il pilote un F-14 pour de vrai. Un de mes chums me croyait pas quand je disais ça cette semaine à la radio. Chris, il a piloté un hélicoptère pour de vrai, puis il a fait une drop en hélicoptère que juste les pilotes experts font parce qu'ils manquent tout ce soir en le faisant. Lui, il a appris en 2 semaines. Il a 155 ans. Ah, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Ça fait qu'on est habitué avec des films où tu as une caméra qui est collée dans l'acteur principal, puis elle ne lâche pas pendant 5 minutes. Puis là, quand tu arrives avec des acteurs qui sont pas capables de le faire, c'est que tu coupes les plans séquences, puis tu te ramasses avec Liam Neeson dans Taken, où ce que passer par-dessus de clôture, c'était 14 plans. C'est que quand tu revois ça par après, tu fais comme, mais c'est bien lettre. C'est qu'on a juste 2 caves qui ont scrappé le style d'action. Mais en même temps, là, il dirais-tu en pleine face à Liam Neeson? Pas moi. À cette heure, oui. Il est rendu vieux. Même vieux, moi, je trouve qu'il est encore menaçant. Ouais, seulement si Mel Gibson est là pour me backer. I will find you. And I will kill you. Non, moi, honnêtement, je dirais pas ça en pleine face. Mais, tu sais, je vous trouve sévère. Puis, honnêtement, j'ai trouvé les gens sévères avec le film parce que, d'abord, ça a la qualité que je reproche au cinéma depuis des années. C'est sorti de nulle part. C'est pas une franchise. C'est pas une suite. Moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant. J'étais content. Je l'ai écouté avec ma blonde. Ça faisait des semaines et des semaines qu'on s'était pas tapé du stock original, genre qui venait de sortir. Pas quelque chose qu'on n'avait pas écouté puis dont on avait entendu parler. Il n'y avait pas de feedback ou presque pas. On s'est tapé ça. Oui, il y a eu tous les défauts qu'on vient de nommer. Mais Chris, j'étais content à la fin. Là. J'étais content. Puis d'avoir lu la bande dessinée, je ne sais pas si ça a changé un peu ma perspective, mais moi, j'ai vraiment trippé sur les personnages. J'ai trippé sur l'histoire. Je sais pas quel twist on a mis un peu à la fin du film à la Charlie's Angel que j'ai un peu moins aimé. Sérieusement, ça. Le film, j'étais rendu au tiers. J'ai fait Chris, c'est Bosley. Sérieusement, le noir que j'ai perdu le nom, là. Ouais, comment est-ce qu'il s'appelle, le nom? J'ai perdu le nom. En tout cas, le gars qui faisait partie de la CIA normalement. Je sais pas pourquoi, après 30 minutes, même pas, là, je sais, c'est Bosley. Puis à la fin qu'il a fait la séquence à la Charlie's Angel, j'ai fait. Ouais, j'ai fait vomir. C'était un peu poche. Puis, ils ont changé quand même un gros élément de la BD au film. Puis là, écoutez, tournez un peu le son si vous ne l'avez pas vu. Est-ce qu'on le dit ou on garde? Ouais, dis-le, on le dit. OK, on garde. spoil. On spoil, là. Je vous le dis, on spoil. Bon, venez pas chialer après. Andy, qui est le personnage principal, donc, qui est une des immortelles, qui est la plus vieille, en fait, des immortelles, dans le film, devient mortelle.
Mais dans la bande dessinée, elle devient jamais mortelle. Et c'est là que je t'ai expliqué l'option du up-out. Exactement ce que Jean-Luc Picard, Patrick Stewart avait fait avec Star Trek. Dans le fond, dans le scénario, c'est écrit que tu peux mourir. Comme ça, tu décides de ne pas revenir pour les suites parce que faut pas oublier que la BD est toujours en cours. Puis qu'ils parlent de faire une trilogie de films. Puis s'ils sont pas capables de signer Charlize Theron, ça demande trop cher, ils ont besoin d'une façon de pouvoir la sortir. Et là, il faut que tu joues avec ma mémoire, mais toute l'espèce d'histoire aussi avec sa copine qui avait été noyée. Puis qui... ça, il dans BD, à ses planteurs en bord de bateau, c'est tout. C'est ça. Hein? Ils n'en ont pas parlé, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'ils arrivent, on n'a pas encore lu le deuxième volume, puis possiblement la plus importante. Là. Donc, ils ont voulu nous expliquer l'histoire du deuxième parce qu'ils voulaient faire une suite. Probablement, parce qu'effectivement, j'ai pas lu la suite, là, mais il me semble que... Une des choses aussi qui manquait de la BD, je trouve que c'est le fait que le Andy, justement, avait 6500 ans. Ouais. Dans la BD, il travaille plus sur son côté qui était écœuré de son... Elle a beaucoup perdu d'humanité, puis elle a besoin de se sentir vivante. Tandis que dans le film, c'était tel que parce que dans la BD, ça commence qu'ils sont déjà... Ils veulent plus en faire d'opération, là, parce que justement, ils craignent de se faire découvrir de plus en plus, parce que plus le temps avance, plus il y a des possibilités de pouvoir se faire filmer, de se faire découvrir, de la reconnaissance, puis ils veulent rien savoir. Puis c'est le gars du FBI qui les convainc de faire une dernière mission. Puis ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas dans la BD. Je sais pas si dans la suite, ils vont en parler, mais le fait que chaque action, ce qu'ils font, là, sauf 2 générations plus tard, c'est comme si c'était des élus de Dieu. Ils en ont parlé un peu dans la BD de ça, qu'ils faisaient du bien. Ouais. C'était léger, mais en même temps, ça, c'est un peu ridicule parce que, tu sais, chaque vie qu'ils sauvent, mais c'est parce qu'ils tuent tellement de monde aussi qui ont peut-être impacté genre le contraire, tu sais. Ils ont peut-être tué Beethoven puis ils le savent pas. Là. Ça, ce bout-là... C'est un concept qui est comme glissant puis maladroit, dépendamment de comment c'est traité. Là, exact. Mais moi, je te conseille fortement, Jean-Nic, de lire la bande dessinée. As-tu apprécié la bande dessinée? J'ai assez aimé ça pour lire la BD, oui. Honnêtement, Greg Rucka est un auteur que j'aime beaucoup à la base. C'est que ça aidait beaucoup. La BD est excellente. Le dessin est superbe. Le film filait comme une BD. Et je vais vous le dire, là, toutes les séquences que vous avez apprécié le plus du film, c'est du case par case. Ça paraît que Greg Rucka est à la production du film puis il a investi de l'argent là-dedans. Le couple homosexuel qui sont dans la caravane. Génial. Le texte qu'ils ont fait, moi, quand je l'ai vu, puis là, je savais que sa BD, j'ai fait, il y a quelque chose qui marche pas, j'arrive ça, ils ont lu les cases de la BD. Et quand j'ai lu la BD dans les mains, j'ai lu ce séquence au grand complet, j'ai fait, OK, c'est case par case. C'est vraiment une belle scène, ça. C'est quoi, c'est ton petit ami, puis là, il se met à répéter. Puis en passant, c'est pas mon simple petit ami. Là, et en passant, cette scène-là, si vous voulez un exemple parfait de comment traiter d'homosexualité dans des films ou de comment faire une place à des personnages homosexuels ou comment, tu sais, au lieu de rendre gay Iron Man parce que ça vous fait triper, là, ça, c'est un bijou. C'était parfait. C'est incroyable. Puis c'est ça, moi, de trouver cette séquence-là telle quelle dans BD, j'ai fait, OK, je savais que ça a été écrit. Mais, même une autre des séquences qui était forte, les femmes arabes, qui estoulent le gars. Oui, c'est bon, du case par case encore. Ça, c'est une bonne séquence. Puis je vous dis, les meilleures séquences, même le bout que le monde a trouvé cheap dans le film, vous allez savoir quand le signal, là. Oui, c'est-tu bon, ça? Tu sais, quand tu vois le film, c'est comme un peu maladroit, mais dans BD, c'est très bien apporté. C'est bien plus hot que ça. Puis je veux qu'on revienne sur la séquence des deux gars, parce que leur histoire est vraiment géniale. Parce que dans le livre, ils prennent la peine de nous faire un flashback sur les 2 gars qui sont en guerre, je pense, pendant genre ils sont dans la croisade, puis pendant que toutes les 2 armées sont mortes au grand complet, les autres continuent à s'entretuer pendant 2-3 jours. Oui, ils sont 3 jours à s'entretuer. Parce que t'en as un qui est arabe, puis l'autre est croisé, puis ils se tuent carrément, puis ils saillissent. Et à travers ces 2 personnages-là, tout le poids de l'immortalité, puis le poids des années, qu'est-ce que ça peut faire si on avait des centaines et des centaines d'années à vivre? Est-ce que 2 ennemis pourraient finir par... C'est évoqué dans une petite phrase dans le film, mais c'est vraiment intéressant que tu parles de ça. Ça me donne le goût, parce que je fais rien qu'y penser, puis je fais comme, tu sais, ils viennent de 2 contrées différentes, ils saillissent, là. C'est ça, ils ont été... le mot m'échappe. Ils ont été conditionnés à se détester et à force de se tuer, de passer le rage, tomber en amour. C'est tellement une bonne idée. Puis tu sais, vous parliez tantôt que Charlize Theron, dans le fond, c'était signé une clause pour plus être dans le film. Puis je me disais, ces 2 personnages-là, je les ai tellement aimés que je m'en fous. Si Charlize Theron n'est pas là dans la suite, je prendrai un film avec ces 2-là. Ils sont incroyables. Même le trade qui a travaillé dans l'armée de Napoléon. C'est un super beau personnage aussi. Puis la jeune nouvelle aussi. Sauf que je l'ai beaucoup aimé, la jeune actrice, sauf que ça, c'est un truc que j'ai trouvé convenu dans le film. Après à peu près 10 minutes, quand Charlize Theron se fait donner la mission et qu'on voit qu'ils sont immortels, ils se font pogner, je me suis dit, bon, OK, il y en a un dans la gang qui va être trahir, puis ça nous prend un personnage, nous.
Genre quelqu'un qui est un immortel. Qui accompagne l'autre. C'est ça, qui va accompagner, qui nous laisse rentrer dans cet univers-là. Puis effectivement, c'est ce qu'ils font. Ils en trouvent une nouvelle. Dans BD, c'était un petit peu mieux expliqué pour eux qui les a trahis. C'est parce que, je pense, dans le film, la séquence où ce qui explique à la fille pourquoi il faut qu'il relâche sa famille, ça passe trop vite. Tandis que dans BD, tu as le temps de le lire et de l'assimiler. Parce qu'il explique que lui, il a gardé contact avec sa famille puis il a vu tout le monde mourir. Puis que le problème avec ça, c'est que la journée où tu as quelqu'un de ta famille qui pogne le cancer, il voit ta mère avec toi parce que tu ne pourras pas le soigner puis tu pourras il t'en veut. C'est que lui, il a vécu l'amertume du monde qui l'aimait jusqu'au monde qui l'ont haï en le reniant, par le rejetant. Tu sais, il a vécu... Puis il manquait aussi une grosse séquence importante avec Andy où elle vit une vie presque complète avec un esclave qu'elle libère. Puis que l'esclave, avant de mourir, la libère faisant comme « je veux pas que tu me voies mourir ». Ouais, puis il demande de partir. Puis il a jamais posé de questions sur pourquoi elle vieillissait pas. Puis, tu sais, il manque une bonne séquence sur la vie d'Andy qui est vraiment intéressante puis qui est nécessaire pour comprendre c'est quoi le dilemme qu'ils vivent, dans le sens où, puis c'est bien expliqué avec celui qui trahit. Puis même dans la BD, ça, ils l'ont mal fait dans le film. Mais dans la BD, là, tu sais, je veux dire, ils le punissent pour 100 ans. Mais pour eux autres, c'est comme 3 jours de prison. Ouais, puis c'est même principe, tu parlais de l'esclave, c'est pourquoi avoir mis la séquence de la peinture, parce que la peinture qu'on voit, qu'ils font comme, c'est toi qui es sur cette peinture, c'est elle, justement, avec son mari noir, l'esclave. Oui. Effectivement. Dans le film, ça? Ben, dans BD, oui. Ouais, c'est ça. Parce que dans le film, il faut comme, c'est toi sur la peinture, mais c'est la peinture de cette histoire-là. Puis c'est vraiment bon, ça. Puis là, tu te rends compte, tu sais, avec ces deux histoires-là en parallèle, elle l'a bien vécu, mais ça y fait mal pareil. Puis l'autre, lui, a gardé un souvenir vraiment... Tu sais, c'était son fils, je pense, qui était rendu vieux. Son fils qui est vieux avec le cancer, puis qui l'a vraiment renié avec la haine totale. Ah, c'est terrible. Mais honnêtement, dans la BD, ça, c'est mieux expliqué, c'est mieux exploité. Puis c'est une charge émotive semblable aux deux gars là, de la scène que tu parlais. Là. Mais imagine ça, là, mais pour les deux autres personnages aussi, qui vivent ce genre de moments forts-là, qui n'ont pas été transposés dans le film. C'est dommage. Mais il y a une affaire, par exemple, dans BD, où ce que j'ai préféré, le Flo qui jouait dans Harry Potter, qui faisait le milliardaire. Là. Ouais. Je préférais avoir un petit Flo frêle qui avait l'air d'un cave, qui voulait devenir mortel, que le style douchebag de la BD. Ah, il y avait un méchant douchebag dans BD, là, effectivement, là, qui est un peu pas fort, mais... Tu sais, c'est un culturiste multimilliardaire qui veut vivre éternellement. C'était trop cliché. Je préférais le petit nabo qui voulait être mortel pour le pouvoir. Ouais, ça, c'est bien apporté. C'est même pas, tu sens pas de vice pour devenir immortel. C'est comme quelque chose qu'il veut utiliser, mais il veut rien avoir de l'argent, contrôler. Puis c'est un vilain qui est pas particulièrement complexe, mais je veux dire, il y a une face à taper dedans, puis il se fait taper dedans. Moi, ce côté-là, ouais, c'était bien réussi. Ça. Dans BD, j'ai beaucoup aimé le bain. Oui, mais dans le film, ils ont fait une mort à la Dick Jones. Ouais, avec... J'ai pas trouvé que ça fonctionnait très bien, ça, par contre. Là, je vois qu'ils ont essayé de mettre le setup avec ce qui arrive dans l'avion au début. C'est parce que dans BD, il utilise ce plan-là parce que pendant qu'il essaie d'aller tuer le gars, à un moment donné, Andy puis la fille sont dans le trou puis sont obligés de se sauver en se tirant en bas du 20e étage pour remonter. Sauf que là, à place de faire cette séquence-là avec Andy qui se tire en bas, ils ont tué le méchant de cette façon-là. Mais ils ont repris une séquence de la BD quand même. Exact. D'ailleurs, ça m'a un peu déçu. On est dans le spoil, fait on va y aller. Là. La séquence de l'avion, là, moi, c'était comme un pétard mouillé. J'aurais vraiment aimé ça que les pilotes soient effectivement morts puis que Charlize Theron, elle s'en fout dans le fond. Là. Elle s'écrase avec l'avion. Parce que on va atterrir là, puis on marchera, puis on trouvera quelque chose. C'est pas grave, on est immortel. Opportunité manquée, on va appeler ça de même. D'ailleurs, tu parlais tantôt de la fille qui s'est fait tirer dans le fond de l'eau. Sérieusement, le pouvoir de résurrection qui t'emmène une petite quantité d'oxygène à chaque fois dans les poumons là, pour que tu puisses crier à chaque fois. Là, Tu peux pas juste rester mort jusqu'au temps que tu sortes. Ça aurait été moins émotionnellement tu sais, parce que moi, j'y ai pensé quand tu me l'as fait réaliser. Mais quand je l'ai écouté, là, j'ai fait comme « Oh mon Dieu! » Ouais, ça te pogne au trip. Oh mon Dieu! Pendant des centaines d'années, elle meurt en dessous de l'eau tout le temps. Et tu sais, sachant, on garde en arrière-tête que, tu sais, mort noyé, personne ne veut mourir comme ça, là. Ça doit... Écoute, elle peut bien être virée folle, là. Puis on soupçonne que ça va être ça, la suite, un peu, là. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir. Écoute, prochain TP, septembre. Donc, Jean-Nic, je vais pouvoir te prêter le premier. Tu nous donneras tes impressions. Puis, je vais continuer, moi, de le suivre. Là, absolument. Parce que moi, j'ai été vendu. C'est pas un chef-d'œuvre, mais comme j'ai dit, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant pour vouloir lire le BD puis voir le prochain film qu'ils vont faire. C'est quand même un des bons films Netflix qu'on a eu, on va dire ça. Oui, moi, je pense que oui. Bon divertissement. J'ai trouvé ça moins lourd à écouter que Bragg, mettons. Bon, ben là, c'est... Ouais. Tu sais, Bragg, c'est pas que c'était mauvais, mais c'était un petit peu long, puis c'était un petit peu lourd par moment. Mais... L'autre, là, avec les yeux fermés, là, comment ça s'appelle déjà? Bird Box. Bird Box, là. Ça, Bird Box, moi, j'avais apprécié. Là. Ça ressemble un peu à ça, là.
dans le sens que ça s'écoute bien. En tout cas, c'est un bon divertissement. Si vous êtes en manque de films... Je l'ai pas vu Six Underground, puis j'ai pas vu l'Extraction aussi. Ouais, c'est ça. Mais dans les films, ils n'ont jamais eu une très grande réputation, Netflix. Là. À part des Irishman, ils ont mis énormément d'argent. Marriage Story. Marriage Story, ouais. Ils ont mis énormément d'argent, puis ils ont mis du temps là-dedans, là. Mais pour le reste, on passera. Hey, Color Out of Space. Notre deuxième film. C'est quoi ça? Ça, c'est une nouvelle de H.P. Lovecraft. Ouais, tu m'as accusé de vouloir l'ignorer alors que je savais même pas c'était quoi. Je savais même pas que c'était sorti. On va t'éduquer, Martin. Ah, c'est quoi? Effectivement, c'est un projet de film à petit budget de la VVS avec Nicolas Cage. Oh non, pas VVS. Sauf que c'est un cheap qui fonctionne dans ce film-là. OK, parce que VVS, habituellement, c'était le mauvais film que tu louais d'un club vidéo, puis là, tu regardais la pochette, puis tu disais « Ah, tabarnak, j'ai loué un VVS. » C'est réalisé par Richard Stanley. Okay. Richard Stanley est surtout reconnu pour être un réalisateur qui a travaillé beaucoup dans les années 70-80 jusqu'à réaliser ce qui était son rêve, l'adaptation de L'île du Docteur Moreau. Et je parle bien de la version avec Val Kilmer. Et La Mare de Poignée, ils en ont fait un documentaire. Il a manqué de venir fou sur ce tournage-là. Il a été Marlon remplacé. Brando, il paraît qu'il n'était pas facile non plus. Et lui, Richard Stanley, c'est un particulier aussi. Là, puis... Parce que Kilmer avait quitté Batman et qui a forcé Clooney à faire Batman and Robin parce que lui, il voulait absolument jouer avec Marlon Brando. Mais écoute, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Là. Ça a été un enfer, ce tournage-là. Et c'est Frankenheimer qui est venu remplacer Richard Stanley qui a pris sa retraite après ce film-là. Et si je ne m'abuse, là, c'est une de ses premières réalisations depuis cette période-là. Puis, tu sais, il est rendu vieux et guéri. Mais tu sais, c'est un réalisateur de talent, mais un peu subversif. Et est-ce qu'il a réussi son retour? Honnêtement, ce film-là, c'est parce que ce qui est le fun, c'est que normalement, ça se passait au début des années 20, là, ce BD-là, puis peut-être même un peu avant. Je pense que je disais BD parce que j'ai lu la version de Gutanabe dernièrement de la couleur de Color Out of Space. C'est un météorite qui s'écrase dans un jardin. OK. Puis t'as comme un agriculteur qui est là, qui vit dans un endroit qui est très reclus, qui est loin de la société. Tu sais, dans le fond, l'hôpital est au-dessus d'une heure. Tout le monde est loin. Sauf que là, il y a un météorite qui tombe là, puis que tranquillement, pas vite, ça s'infile dans son eau, puis ça fait pousser une drôle de végétation alentour. Sauf que là, on est dans du Lovecraft. On parle aussi de la folie qui encercle le monde. Okay. Et honnêtement, autant dans la nouvelle que la BD de Gutanabe, où la folie, tu la sentais vraiment, puis c'était le fun de voir les personnages dépérir et virer fous. Et là, que tu as un fun fou à voir Nicolas Cage qui vire fou, mais tu sais, pas à un extrême qu'on a vu dans les dernières années, mais dans une limite qui est très acceptable et qui est vraiment, vraiment le fun d'avoir passé. Tu parles d'acceptable, mais quand je parle de Lovecraft, j'aime toujours parler aussi d'accessibilité de l'œuvre. Est-ce que le film pourrait être vu par quelqu'un qui... Il n'y a pas d'extraterrestre, il n'y a pas de démon, il n'y a rien, c'est une roche qui tombe. OK, puis c'est pas très complexe non, la façon dont c'est écrit. La végétation change, il y a des insectes bizarres, puis il y a des mutations. OK, puis il est bien fait le film? Il rend justice un peu à la nouvelle? Oui. Moi, là, les adaptations de Lovecraft que j'aime, c'est les adaptations de Stuart Gordon, Reanimator, From Beyond, qui étaient des films qui n'ont pas des gros budgets. J'ai juste vu Dagon. C'est lui aussi. OK, hey, ça c'est spécial. C'est excellent, mais tu sais, c'est cheap, il y a beaucoup de prosthétiques, on est plus dans les effets gore que dans le ressenti, mettons, parce que souvent Lovecraft, c'est un auteur un peu comme Poe, où on va aller chercher, mettons, les sous-entendus. Il travaille avec la terreur, la folie, les cauchemars cosmiques. Et on est comme ce côté nébuleux puis de rêve dans l'univers de Lovecraft, qui souvent, les fans trouvent que c'est mal rendu à l'écran. Mais moi, c'est ce côté schlock que j'aime un peu. Puis Color of Space, on est carrément dedans. Là. C'est clairement ça. Puis Nicolas Cage est fantastique et il surjoue. C'est pas un film pour lequel il va gagner un Oscar. Là. C'est vraiment si vous aimez le Nicolas Cage qui va crier à tue-tête, qui devient fou, qui est maniéré, il est totalement là. Ça m'a fait penser un petit peu à Mandy, qui est sorti là, 2 ans, si je ne m'abuse, là, où là, il jouait un homme où il y a des bikers qui tue sa femme, puis il se force sur une axe, puis il passe psychotrope pour se venger. Là. On est un petit peu proche de ce personnage-là, mais en même temps, j'ai été surpris parce que c'est un film avec une famille, dans le fond, où il y a une roche qui tombe et qui se met à empoisonner un peu tout autour. C'est maladroit du sens où la Color Out of Space, qui est une couleur qu'on n'est pas supposé connaître, c'est du mauve. Mais en même temps, c'est une couleur que j'aime beaucoup, le mauve. Fait que ça ne m'a pas dérangé. Peut-être que toi, tu l'as vu mauve. Peut-être que moi, je vais le voir vert. Dans la première partie du film, oui, peut-être. Qui sait, moi, ouais.
c'est un rose mauve. Dans la première partie du film, on est vraiment comme plus dans l'approche psychologique. On sent que les personnages, ils font des affaires bizarres à cause qu'ils sont influencés par la roche. Puis là, il y a des fleurs qui poussent, puis des bobites étranges. Mais la dernière partie, là, on est carrément dans le... Sans spoiler, là, il y a une scène où il y a deux personnages qui fusionnent littéralement l'un dans l'autre et deviennent des monstres. Fait que c'est bien fait ou bien c'est encore le petit côté cheap? Il y a le petit côté cheap qui est le fun. Parce que c'est parce que on voit que c'est des prosthétiques puis tout, c'est pas vraiment du CGI. Je pense qu'il y a que les alpagas un peu qui sont virés en CGI cheap. Ouais. Mais tu sais, t'es capable de vivre avec parce que les alpagas, c'est fucking drôle. Parce que alpaga puis le shotgun, là, c'est awesome. Une scène d'anthologie, ça. Mais écoute, vous me donnez vraiment le goût de l'écouter. Je savais même pas que c'était ça. Mais sérieusement, il est le fun. Tu sais, voir Nicolas Cage, je virais fou. Puis même, c'est voir les nuances de sa famille. Sa fille, que tu penses qui est saine d'esprit, là... T'as check aller, tu fais comme Adler, pour moi, elle va s'en sortir. Non. Non, tout le monde vient fou. C'est du vrai Lovecraft, là. C'est tout à des niveaux différents, là. Ça finit mal, c'est dégueu. J'ai eu beaucoup plus de fun que je pensais que j'allais en avoir. Je pensais que ça allait être comme psychologique, cheap, puis finalement, non, ils sont allés dans le fun. Le côté Lovecraft que j'aime, mais je pense qu'il y a beaucoup de fans qui vont peut-être trouver que c'est ça. Encore une fois, c'est une adaptation un peu. Si vous êtes plus puriste, pour tomber peut-être dans Gutanabe avec le manga. Oui, mais absolument. Si vous voulez avoir du plaisir, puis avoir une ride qui est le fun et de vivre à peu près la même histoire, allez-y avec le film de Nicolas Cage. Parce que, honnêtement, moi, je savais que le film allait être cheap. Je me suis dit, je vais-tu vraiment avoir du fun? Mais non, la dérive est tripante. Hey, on va parler un peu de comics, puis on a parlé de Keanu Reeves tout à l'heure. Il se lance un peu comme J.J. Abrams s'est lancé récemment sur... D'ailleurs, c'est rendu où, ça? Hein? Les 2 prochains numéros ont été confirmés. OK, phew, parce que c'est long pour un 6 numéros. Ben, c'est un 5. C'est un 5? Ouais. Écoute, c'est... Ouais, c'est un 5 ou 6. Je m'en rappelle plus. Ouf, écoute, ça fait tellement longtemps. De toute façon, je m'en crisse. C'était Peter Parker contre Alien. C'était vraiment mauvais. C'était pas très bon. Honnêtement. C'est vraiment mauvais. Si je ne m'abuse, le premier épisode que j'ai enregistré avec vous autres, on lisait. Ouais. Mais l'affaire, c'est que c'est COVID oblige. Puis même, je pense qu'il n'y avait pas besoin de la COVID pour être en retard. On est tous d'accord pour dire que l'arrivée de Jean-Nicolas ne passera pas à l'anthologie. Non, effectivement. 2 nouvelles plates sont arrivées en même temps. Ouais. Spider-Man par J.J. Abrams et Jean-Nicolas qui s'est joint. Avec Jeff Lemire. Mais Keanu Reeves, lui, va se lancer dans l'écriture d'un comic. Exactement, il se lance dans l'écriture de comics qui s'appelle Berserker, mais il écrit B-R-S-Z-R-K-R. Berserker! J'allais faire la même référence. Yeah! Berserker! Et c'est The Old Guard. En gros, là, c'est parce que c'est encore un demi-dieu immortel. OK, ben c'est un Keanu Reeves mais en BD. Ben, ce que j'aime, moi, avec ça, c'est parce qu'il fait partie des acteurs-auteurs qui dit... Tant qu'à faire une draft au cinéma qui risque de peut-être pas pogner ou whatever, je vais le faire en BD parce que présentement, j'ai la manque. Parce que, sérieusement, ça fait 1 an et demi qu'on parle de lui à cause de Cyberpunk, le jeu qui est sorti. Puis, tu sais, même le jeu, la promotion est faite autour de Keanu Reeves. La figurine avec l'édition spéciale, c'est le personnage de Keanu Reeves. Ça fait qu'il est comme... Il est dans le milieu geek à 100% présentement. Tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime, tout le monde l'apprécie. Là, il est vraiment, avec le jeu vidéo, là, il est vraiment dans le milieu geek total. Et c'est un des rares qui parle aux geeks, mais parle aussi au public mainstream. Exactement. Parce que les gens, tu sais, le connaissent. Puis il fait exactement comme, mettons, la maison d'édition Virgin avait fait à une certaine époque, où il voulait faire il sortait des BD en disant on va faire des films avec chacune de ces affaires-là, sauf que on sait tous que Virgin puis la direction, c'est nébuleux qu'est-ce qui se passait là-bas. Là. Donc, ça n'a jamais marché. J'ai l'impression qu'il passe là-dedans. Ce qui va sortir un 12 numéros, c'est qu'on voit qu'il y a du stock pour un film. Exact. Ça va parler de son personnage qui va être dessiné comme étant Keanu Reeves. Qui va être une espèce de personnage d'action. Qui est attaché avec lui pour dessiner, on le sait-tu? Je le connais pas assez pour dire. Le connaissant, il va dessiner lui-même. Ah oui, c'est ça. Les bonhommes allumés. Je le connais pas assez pour dire. C'est pas un nom qui m'a marqué. Okay, là. C'est pas sauf que ça va être vraiment un 12 numéros. Ça va être chez Boom. Ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment une maison indépendante qui va le produire là-dessus. Ça va être un 12 numéros. Puis je trouve que c'est une belle porte pour dire si ça pogne, quelqu'un va signer puis il va faire le film. Ben, ça, c'est la partie business de la patente. Moi, j'aimerais parler de la partie attirer des lecteurs dans le monde du comics. Moi, je trouve que c'est tellement une bonne nouvelle pour Boom, ça. c'est super brillant. Pour Boom, c'est brillant, mais juste pour le monde du comic en général, tu sais, de faire découvrir ce médium-là, peut-être à des gens qui se disent « Hey, j'ai le goût de... Keanu Reeves écrit une bande dessinée, j'ai le goût de lire ça. » Il y a plusieurs... voyons, comment il s'appelle, celui qui avait fait le premier Punisher, Tom Welling. Tom Welling! Tu parles de l'acteur Thomas Jane.
Tom Welling. Non, c'était pas Thomas Jane, c'était... Thomas Jane, c'est Thomas Jane. Mais c'était pas le premier, c'était le gars de Rocky, le premier qui l'a fait, Lindgren. Dolph Lundgren, non, moi je parle vraiment de Thomas Jane. Il avait tombé dans BD aussi pendant un bout de temps. Gérard Way. Il est toujours dans BD. Oui, effectivement. Puis, tu sais, il roule des gros comics. Umbrella Academy puis Doom Patrol, il est en arrière de ça. Effectivement. Il a sa propre ligne. C'est pas le premier puis ça sera pas le dernier. Mais Keanu Reeves, c'est un nom, comme je disais tantôt, qui perce le mur. Oui. Tu sais, j'ai un de mes collègues, Dicky, qui dit souvent, tu sais, dans le monde du sport, quand tu as un nom qui réussit à transcender le monde du sport, ça aide le sport, mais tu sais, sont peu nombreux, ces gens-là. Tu sais, un gars comme Piquet Souban, c'est pas le meilleur joueur de la Ligue, mais tout le monde sait c'est qui. Je vous arrête dans votre grand enthousiasme. Là. Plus connu encore et peut-être plus identifiable que Keanu Reeves, J.J. Abrams. On en a parlé un petit peu. Oui, c'était supposé être ça. Non, Abrams est Mm. moins mainstream que Keanu Reeves. Puis je vais te donner un exemple. Là. Ma blonde, elle sait c'est qui parce qu'elle est avec moi. Là. Mais si je vais à une soirée de elle et ses amis, là, puis que je dis J.J. Abrams, là, il y a peut-être juste ma blonde et une fille dans le fond de la salle qui va lever la main en disant « Ah oui, lui! » Le réalisateur de Super 8. Mais si je dis Keanu Reeves, les niveaux d'humidité vont monter dans la pièce. Les 12 savent c'est qui. Là. Ouais, c'est vrai. C'est ça que je veux dire par percer le mur. Là. Ils savent c'est qui, puis pas juste parce qu'il a fait du stock geek. Là, il a fait Clanche, c'est bol. Là. Il a fait Matrix, il a fait des gros films. Le Prince de Pennsylvanie. Aussi. Mais tu sais, il a fait des gros films. Non, je vois Jonathan Harker là-dedans, je vois pas Dracula. Ah, il était-tu mauvais là-dedans? C'est pas son meilleur rôle. Ah, c'est qu'il était mauvais. OK, Keanu Reeves, on va dire qu'il n'a pas de carrière égale. Non seulement il n'a pas une carrière égale, mais on va se le dire, c'est un des rares qui a fait de son défaut une grande qualité. C'est qu'il a assumé le fait qu'il n'y a pas d'émotion d'en face. Et il en a fait une qualité. Maintenant, quand on le voit dans John Wick, c'est ça qu'on veut. T'sais? C'est ça qu'on veut. Quand est-ce que c'est ça qu'on va vouloir de Kristen Stewart? Hey, excuse-moi, là, mais... Ben, tu vois, c'est un bon exemple. Elle n'a jamais réussi à l'exploiter, ça. Elle n'a jamais été capable de se rendre cool avec ça. Keanu Reeves, il a réussi à se rendre cool avec ça. Parce que moi, je me rappelle de l'époque de Bram Stoker Dracula. Là. Ce qu'on disait de Keanu Reeves, c'est que c'était un mauvais acteur. C'est ça qu'on disait, là. Qui n'était pas capable de rendre une émotion au cinéma. C'est ce que je comprendrai jamais, là. Pour un acteur qui n'est pas capable de rendre des émotions, c'est un génie pour être un esti de cave à l'écran. Chris, Bill et Ted, là. Ben oui. Ça s'invente pas jouer un personnage de même. Là. Il faut que tu sois cave naturel. Là. Et c'est là que tu vois que ce gars-là a bien joué ses cartes. Il a un peu sauvé sa carrière, en fait. Là. Ouais. Il me fait penser un peu, pas pour les mêmes raisons, à Downey Jr., qui a eu comme une carrière en 2 temps, puis qui s'est passé de quoi? Là? Il y a de quoi qui s'est passé? Ben oui, il est allé en prison. Mais en parlant de c'est Keanu pour ça que je te Reeves, dis que c'est pas la même chose. on s'appellera toujours de la carrière de Keanu Reeves, qui était jeune, justement, je parle du Prince de Pennsylvanie, après on l'a perdu un bout de temps, puis après il est arrivé dans The Matrix. Non, pas The Matrix, Extreme, le film avec Patrick Swayze. Ouais, mais écoute... l'affaire des vagues, là. Mais ça, là. Sauf que, tu sais, c'était de voir le petit Keanu Reeves qui est un petit adolescent chétif. Là, tu le vois arriver là, tu fais comme, oh shit, il est tombé sur les stéroïdes ou quoi? Après, il tombe dans la planche, je fais comme, oh boy. oh, c'est bon, OK, il y a des bas de 18 pouces, hey, là, c'est comme... Hey, dans Matrix, là. Ouais. Mais... Mais la Matrix, la seule différence, c'est que ça l'a aidé dans sa carrière. C'est la journée qu'on a appris qu'il faisait du kung-fu pour de vrai. Exact. Ça, c'était génial. Mais il était cool à l'époque de Matrix, mais il a un petit peu sombré dans l'oubli après ça. Et là, c'est comme dans les 2 dernières années. Là, avec John Wick, là, qui est vraiment revenu. Puis je pense que c'est un gars qui a l'air immensément sympathique. Puis je pense qu'il l'est dans le milieu. Mais moi, je pense aimé, surtout qu'il le fait pour les bonnes raisons. Ouais. Il n'est pas obligé de faire ça. Il n'est pas obligé d'écrire du comique. Il n'est pas obligé de se lancer là-dedans. Il n'est pas obligé de faire ses cascades. Absolument. Tu sais, ce gars-là mise sur ses forces. Tant mieux. Tant mieux. Puis je vais la lire, moi, ça. Tu sais, Keanu Reeves, on sort toujours des histoires comme de quoi qui était cool. Moi, le moment où j'avais vraiment aimé le côté humain de ce personnage-là, c'était à l'époque où il y avait Box Office qui passait à Musique Plus. Avec Anne-Marie Lozic. Anne-Marie Lozic. Puis qu'à un moment donné, il avait tourné, c'était les remplaçants de film de football. Oui. Et elle avait interviewé là-dessus, puis après, elle avait fait elle avait posé la question, c'est-tu vrai ce qui s'est passé sur ce plateau de tournage? Elle parlait de sa roulotte de tournage. Que lui, il est arrivé, il y avait une roulotte de 800 000 qui l'attendait, puis il a fait, c'était qui ça? Ils ont fait, c'est toi, vedette, c'est toi qui as la roulotte, qui arrive, celle-là qui est là-bas, je ferai celle-là. Ouais. Il arrive, je mérite pas une plus grosse roulotte que le plus petit acteur de ton rôle. Il a pris la grosse roulotte, l'a mis de côté, puis il est rentré dans le petit sheet. Non, c'est toutes des histoires comme ça. Fait qu'il a chargé 2 roulottes au studio. Ça a coûté 810 000 de roulottes. Bravo, Keanu! Mais tu sais, c'est parce que ce gars-là, peu importe ce qu'il va, il y a toujours ces histoires-là qui suivent où il n'y a pas de char, il prend le métro. Il est très humble. Il est très humble. Il y a encore son groupe de musique où il joue de la bass. Oui.
C'est vraiment spécial. Non, ce gars-là, il y a un phénomène autour de ce gars-là. Puis moi, je suis très content de le voir arriver dans le monde du comics. Puis je veux pas que ça vole la job à des auteurs que j'adore, qui méritent aussi des spotlights. Mais si ça peut les aider à shiner, puis tu sais, si ça peut accrocher, mettons, là, trois nouveaux lecteurs de BD, je vais être très content. Je pense que Boom en veulent plus que 3. Oui, je comprends. Là, mais tu vois ce que je veux dire par là. Je serais très content de voir ça. Donc, c'est une excellente nouvelle. Hey, Project Power de Jamie Foxx, c'est quoi ça? C'est un film qui va sortir au courant de l'été de chez Netflix. OK, encore un film Netflix. Go. Netflix, il n'y a pas, Joseph Gordon-Levitt aussi qui joue dans ce film-là? Oui, il me semblait aussi. Dans le fond, ça raconte une histoire où ça se passe à peu près de notre époque. Et sauf qu'on travaille sur la génétique, on l'a créé comme une espèce de vaccin qui peut te donner des super pouvoirs de mutant. Tu peux devenir invincible, tu peux voler, tu peux tirer des blasts d'énergie. Ça rappelle beaucoup le MGH, le Mutant Growth Hormone dans les X-Men. OK. Ça rappelle beaucoup ça. Donc, c'est un film qui va sortir avec Jamie Foxx bientôt, qui va parler de ça. Donc, on va retourner dans les super pouvoirs. Ça frôle un petit peu le mutant. Sérieusement, si vous checkez la bande-annonce, tout ce qu'on a parlé avec le haut de garde, ou ce que ça n'a pas l'air d'un film de cinéma, ben là, c'est le contraire. On voit que c'est tourné pour le cinéma, rien qu'avec les couleurs. Ça n'a pas de l'air cheap. Il y a un bon casting. Et ça va toucher un petit peu dans le milieu geek à cause des pouvoirs de mutants. Et parlant de casting, je veux qu'on parle d'Invincible. Oui. Invincible, cette bande dessinée par... voyons, j'oublie son nom. Jeff Lemire. Chris. Dessiné ou écrit par... Écrit par... Kirkman. Robert Kirkman. Merci. Hey, pourquoi j'ai des blancs de même un matin? Il est bien grandi associé chez Image. Hey, en plus, il faut parler de la couleur de Kirkman tantôt aussi. Ouais, c'est ça. Je l'avais prédit dans le dernier podcast que Walking Dead allait être en couleur. C'est cochonnerie, ça. Puis ça sort à l'Halloween. Quelle cochonnerie. Ils en vendront pas, Pour mettre les auditeurs dans le coup, là, ils ont annoncé que The Walking Dead allait ressortir en édition deluxe, et cette fois-là, avec de la couleur. En single, 2 fois par mois, et pour 193 numéros. Ça veut dire à 24 numéros par année, ça va te prendre 7 ans à faire la série. C'est terrible. Catching. C'est terrible. Honnêtement, c'est terrible. J'espère que personne ne va acheter ça parce que j'ai toujours cru que c'était dessiné en ayant en tête que ça n'avait pas de couleur. Honnêtement, juste pour y posséder en single, j'y ai pensé. Mais en pensant que ça va me prendre 7 ans pour faire la série au grand complet, on dirait que c'est... Puis tu sais pas ce qui va arriver, là. T'sais, ils peuvent te canceller ça au numéro 36 s'ils veulent. S'il n'y a plus de vente, il n'y a plus rien, puis ça marche pas, là. Ça me surprendrait que ça marche pas parce qu'il y aura plein de monde qui vont dire je vais pas voir la série en single. Oui, probable, mais elle n'a pas la même valeur que celle en noir et blanc tant qu'à moi. Au contraire, elle augmente la valeur de celle qui est en noir et blanc tant qu'à moi. Oui. Et moi, j'ai toujours cru que quand je le lisais, là, que c'était pensé que c'était en noir et blanc. Ouais, ils ont fait des choix. Ils ont fait des choix pour que ce soit comme ça. Mais tout dépend. Je parlais la dernière fois à Scott Pilgrim. La version couleur n'a pas perdu de valeur. Non, elle n'a pas perdu de valeur, mais j'y vois pas d'intérêt. En tout cas, Kirkman. Image. Et on peut pas les blâmer de vouloir faire un peu de cash sur Walking Dead. C'est fini. C'était leur vache à lait qui a droppé. Exactement. Fait que là, ils doivent vouloir espérer reprendre un peu d'argent avec ça. Mais Invincible pourrait devenir quelque chose d'encore plus big que ce l'est déjà parmi les geeks avec cette série animée qui a été annoncée par Amazon Prime. Et honnêtement, ça a tout le potentiel d'être la série animée des 5 dernières années la plus parce que cool ça a le au potentiel, tantôt je parlais que ça avait une allure des années 90 comme au niveau du dessin. Ça a le potentiel d'être comme nos dessins animés favoris de Spider-Man, de X-Men des années 90, peut-être avec plus d'images par seconde qu'à l'époque. Avec une meilleure qualité. Sauf que, avoir le même look que ces dessins animés. Mais il faut faire attention, il ne faut pas qu'il y ait un look MTV, là. Non, puis il faut pas que ça fasse comme Netflix qui fait tout en CGI. C'est ça, parce que le look MTV d'Aria et compagnie, là, ou la clique, puis tout qui s'appelait Undergrads, ou tu veux pas avoir cette qualité-là d'image non plus. Comme je te dis, c'est parce que c'est l'avantage du look 390, parce que en moyenne, chaque héros a 2 couleurs. En moyenne. Il n'y a pas de jeu d'ombre, il n'y a pas de dégradé, c'est du plain, c'est du simple, ce qui fait que c'est facile à travailler. Et parle-nous du cast, Jean-Luc. OK. On va commencer avec les personnages de Invincible, qui va être interprété par, j'oublie son nom, celui qui faisait Glenn dans The Walking Dead. Oui, effectivement. Young, j'ai Stéphane écoute, Young. regarde-moi pas dans la face, là, j'ai aucune idée. Hey, c'était professionnel, les gars. Il n'y a personne qui a ouvert son cellulaire pour savoir... Je vais aller chercher. Là. Je pensais que quelqu'un avait pris des notes quelque part. Ben là, visiblement, on va non. aussi trouver J.K. Simmons, qui va faire son père. J.K. Simmons, tous les fans de comics se rappellent de lui comme le gars qui a interprété le commissaire Gordon dans Justice League. Hey, t'es donc pas haïssable aujourd'hui.
T'es donc bien haïssable. Ça me tente même plus de chercher à nouvelle à cause de T'es ça. donc bien haïssable. Tout le monde se rappelle de sa grande performance. Comme Commissaire Gordon. Il avait pas été coupé à 100% du film. Ah, écoute, Non, il- il est là, Puis une minute et sérieusement, demie. il a levé des plates là, pendant 6 mois pour 2 minutes. Ah, puis écoute, j'étais de ceux qui étaient bien excités de voir que ce gars-là allait être le Commissaire Gordon. là. Mais c'est le gars qui était à la fin du dernier Spider-Man aussi. Ah oui! Bon, ben, tout le monde se souvient de Ouais. ça. Probablement. Mais que lui les fait gens le père, l'associent là. plus. Ouais, c'est lui qui va faire la voix de Nolan, le père. OK. On a aussi... Comment il s'appelle? John Hamill? Mark Mark Hamill! Mark Hamill. Il le- s'appelle le Joker. Joker, le génie des voix. Écoute, pour ceux qui... je pense que tous les geeks savent que Mark Hamill fait beaucoup de doublage, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont C'était peut-être... Steven Young. Là, donc, Steven Merci, Young. Steven Young. J'étais pas Mais loin. il y en a peut-être tu sais, qui ne savent pas, mais Mark Hamill, dans le domaine du doublage, a une carrière incroyable, même meilleure que celle qu'il a eue au cinéma. là. Oui, il a fait Honnêtement. la majorité de sa carrière a été faite derrière les voix de personnages, puis on l'associe beaucoup au Joker, justement. Ben, il est, selon moi, la version définitive du Joker avec Heath Ledger. là. Mais sauf que un des personnages, c'est quand même de la série Invincible, qui est Alan des Aliens. Oh, Ah, wow! ok. Seth Wow. Rogen. C'est la voix qu'on entend quand on le lit. J'étais tellement content, là. Honnêtement, Alan the Alien est probablement un de mes personnages favoris de la bande dessinée. Et on le voit pas souvent, là. Attends-toi. Attends-toi. Il va ouais. revenir, là. OK. Oh, Ah, ok. man. Parce que dans le premier Compendium, on le voit peut-être 4 ou 5 fois. Mais quel personnage cool. Et effectivement, c'est un peu la voix de... Ouais, une voix de stoner, La voix un de stoner que j'avais en tête. Et quel bon choix que d'avoir Seth Rogen pour le faire. Ouais, puis Zachary Quinto va faire Robot. Et ça aussi, ça fonctionne Parfaitement. full pin. Même que quand je vais le lire dorénavant, c'est probablement la voix de Quinto que je vais avoir dans la tête quand je vais lire Robot. Quinto qui faisait, pour ceux qui le replacent pas, Spock dans les nouveaux Exact. Star Trek. Dans et qui- Heroes aussi. Heroes, il jouait le vilain. J'ai Effectivement. Skyler en tête, là, j'oublie son nom. Effectivement, mais C'est le rôle qu'il a mis sur la tu sais, map. tu vois, là, son Monsieur Spock, ça risque de ressembler un peu à Robot. Puis, tu sais, la voix, elle n'a pas d'émotion, puis il est très... honnêtement, ça fit Calculateur. là, ouais. parfaitement. Ça fit parfaitement. J'ai bien hâte de voir ça. Puis le fait de le faire en série animée, je pense que c'est le bon choix. Ben, pas le choix parce que, comme je vous dis, c'est un cartoon des années 90. Ah ouais, c'est Tu vraiment un peux pas cartoon. le faire autrement. Puis, au niveau d'humour et de violence que là-dedans, tu peux pas faire éclater autant de têtes en morceaux, puis en étant drôle, puis sans être pogné avec le 18 ans et plus. Tandis que là, s'il y a des têtes qui explosent, vu que c'est un cartoon, tu peux le mettre 13 ans. Mais comme je vous dis aussi, je vois très bien les intros de 30 minutes où tu sais, on est en plein milieu de l'action déjà. Puis tu sais, ça fait très déjà cartoon. Tu sais, je vous disais que des fois, il y a des numéros qui nous laissent sur un super de fin. Tu fais comme, oh wow! Puis là, tu ouvres le prochain numéro, puis genre, là, il est dans le milieu d'une ville avec un monstre qu'on sait aucune d'où il vient. D'où il vient, On ouais. sait pas c'est quoi. Même le méchant m'a amené s'en rend compte puis dit hey, je suis encore là, tu sais, pendant que l'action se développe parce que pendant la bataille, ils se parlent puis ils continuent leur histoire. Puis le méchant en arrière comme juste allô, je suis encore là. On continue à la lancer. Là. La mère va être interprétée par Sandra Oh, qui joue présentement dans Killing Eve, Oui. qui est connue pour son rôle aussi dans Grey's Anatomy. Oui, très bon choix aussi. Gillian Jacobs, qui joue dans la fantastique série Love sur Netflix et qui, je crois, joue Nebula dans les... Non, Non, elle joue non, dans non, non. Community. Ah, c'est ça, oui. C'est dans ça. oui, Tu mélanges effectivement, avec oui. Gillian. Gillian. Gillian, oui. Quelle belle fille. Karen d'ailleurs. Gillian. Es-tu belle? Mm. Oui. Bon, Ok, les c'est bisous même- sont belles. Surtout dans Jumanji, elle a tout C'est- qu'un look. Oh. Cecil Stedman, le personnage qui est comme le gars à l'interne des le gars du États-Unis, gouvernement. va être joué par Walton Goggins. Ah, ça me dit rien, ça? Fantastique acteur. Il joue le vilain dans Ant-Man 2. Ah oui, oui, Il joue oui, dans oui, oui, Justify aussi. Il joue Ah oui, lui. dans le film de Tarantino, Ah, Hateful excellent. Eight. Ah, excellent Excellent choix. acteur. Jason Mantzoukas, qui va jouer Rex Sloan. Mantzoukas joue dans, si je ne m'abuse, là, comment ça s'appelle, la série policière Brooklyn Nine-Nine. Ah oui, c'est ouais, lui qui 911. joue. Pinto. Ouais, exact. Il joue Pinto. Ah, excellent. Wow. Pinto qui n'est on pas a extrême pantoute, mais qui Zazie rit jamais. Beetz qui va jouer là-dedans aussi. Ah, puis Rex, Quinto. c'est tellement un bon personnage. C'est tellement un bon personnage. Où est-ce que je suis rendu, là? Je le trouve tellement hot. Il est Mais tellement sérieusement, cool. le gars du gouvernement qui va avoir un accent là, texan, là, ça va être génial. Ah, mais c'est aussi, ça là. aussi, là. Ah, ouais. T'sais, C'est un vrai cowboy. C'est ça que ça prend, C'est là. un
c'est probablement le plus gros Dreamcast que j'ai vu de toute ma vie, genre pour un projet que j'ai vraiment à cœur. C'est une de mes BD préférées. Et de voir ces gens-là associés à ça, là, mon cœur bout. Ben, ça met du réel aussi, parce que si on avait vu juste des noms peu ou pas connus, on se serait dit le projet est encore loin, il n'y a rien de signé, on n'est pas sûr. Ouais, non. Mais là, quand tu as des gros noms attachés à pas ça... juste que tu as autant de gros noms, ça veut dire que tu présentais ça à ce monde-là, puis le monde, ils ont fait oh shit, ok, je veux le faire. Puis c'est le genre de monde aussi que je suis convaincu qu'ils ont lu la BD puis qu'ils l'ont apprécié. Puis pour le futur, si jamais ça chie puis il manque d'argent, c'est le genre de truc où je verrais Seth Rogen dire je veux le produit. Oui, si ça chie puis je veux le continuer, parce que j'ai l'impression que c'est pas mal dans ses cordes de conneries. Est-ce que c'est le premier comic pour Amazon Prime, le premier dessin animé? Dessin animé original. Undone, je pense que ça peut pas compter. Oui, j'allais dire. C'est dessiné par-dessus une pellicule. C'est du dessin animé. Mais non, je pense qu'ils n'ont jamais fait un dessin animé officiel. Ça, c'est intéressant aussi, là, parce que pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Amazon Prime, ça va devenir un... Sérieusement, même pour les films, là, derrière moi, j'ai écouté Gun Akimbo là-dessus. Il y a Knife Out qui est là-dessus. Tu peux écouter Midsommar, t'as Lighthouse, t'as Jumanji 2. Et l'excellent Terminator Dark Fate. Tu peux écouter... le remake de Child's Play est là aussi. T'as le nouveau Charlie's Angel aussi. Hey, 3 gros bons films! Le monde, c'était comme craqué, puis tout d'un coup, non, on va attendre un petit peu. On met ça de côté. Hey, tu m'as parlé de Child's Play. Je veux qu'on revienne rapidement. C'est quoi le Chucky à TV? Là? En fait, oui. Ça fait déjà plusieurs années que ça se parlait. La série de Chucky, récemment, on a eu un remake qui est pas mauvais en passant. Là, si vous aimez Chucky. Là, encore avec Marc Hamill. Avec Marc Hamill qui fait la voix de Chucky. C'était une belle surprise cette fois-là. Je l'ai pas vu encore. Oui, mais ils ont pris une approche complètement différente. C'est vraiment un remake où ils se sont réappropriés le personnage. Un peu comme Robocop, dans le fond? Oui. Sauf que ça fonctionne un peu mieux que Robocop parce que le réalisateur qui a fait ça, c'est un gars qui semble venir du milieu du vidéoclip. Il a une esthétique vraiment cool. Puis les kills sont sympathiques. Puis tu sais, je veux dire, dans un film comme Chucky, c'est surtout ça que tu cherches à la base. Hein, que les kills soient créatifs puis que ça soit à la fois malaisant / drôle. Puis c'est bien réussi. Puis la poupée est fréquente. Là. Moi, j'ai bien aimé. Mais c'est inférieur au produit. Puis Chucky, contrairement à beaucoup de franchises d'horreur, c'est toujours le même type qui est derrière. Tu parles de la voix, là? En fait, la voix, c'est Brad Dourif, mais on a aussi l'écrivain derrière Chucky, puis là, son nom m'échappe. Hey, ce titre de podcast est blanc. Jean-Nic oublie des trucs. Non, dans l'ensemble des trois. Mais c'est parce qu'on a quand même un certain talent incroyable d'être assez gigot pour pas prendre de notes. Moi, sérieusement, avant le COVID, j'avais fini mon calepin de notes, il était fini, puis depuis le COVID, on dirait que je magasine moi, je me suis jamais racheté un calepin, c'est que au niveau de mes notes, sont toutes dans ma tête, puis on en fait 2 semaines, c'est que... on oublie le 3/4 de notre stock. Vous voyez qu'on est vraiment des podcasteurs professionnels. On est des podcasteurs préparés, on va dire ça comme ça. Non, sérieusement, parce qu'on enregistre ça sans couper, sans montage, et en utilisant nos cerveaux limités. Ben quand même. Il y a un nom tellement cool, en plus. Oui, en plus. OK, vas-y. Jeff Lemire. Jack Power. Don Mancini. Don Mancini, ouais, OK. C'est lui qui a écrit le scénario. Il a réalisé pas le remake, mais le dernier. OK. Ouais, lui, Curse, films. là. Ouais, le dernier, c'est le... Qui est sorti presque directement en DVD. Là. Ouais, les 2 derniers, en fait, sont des sorties C'est-tu celui qui tue Britney Spears au début? Non, ça, c'est le 5e. OK. Celui avec son fils transgenre. Une poupée peut avoir un fils transgenre? Qui s'appelle Glenn. Glenn? Qui est un hommage à Glenn ou Glenda, qui est un des pires films de tous les temps, un film de Ed Wood. Puis c'est ça, la série Chucky se prend pas au sérieux et Don Mancini est toujours derrière les films. Il a continué d'écrire les scénarios, il est là dans la production. Et il avait annoncé après le reboot, à lequel il était plus ou moins associé, qu'il voulait continuer dans le direct-to-DVD, mais en essayant d'avoir une série télé. Mais et dans là, il y le avait des timeline pourparlers. des premiers films. En fait, dans le même timeline que la série originale. Parce que quand les direct-to-DVD sont sortis avec, je crois que c'est Curse of Chucky qui est le premier des deux, mais bref, on avait un nouveau look par la poupée, puis il était massacré rendu dans Bride of Chucky. Puis là, on se disait, bon, ils ont un nouveau look, c'est différent. Et finalement, on découvrait à travers le film que c'était voulu et que ce n'était pas un reboot, c'était une suite complètement de cet univers-là. Et là, dans le fond, c'est Amazon qui a eu les droits de cette série-là. Ça fait longtemps que ça se parle, on n'avait rien. Là, cette semaine, ils ont sorti une petite bande-annonce pour nous annoncer que le projet était toujours vivant et qu'on allait pouvoir avoir ça en 2021. Et Brad Dourif est toujours attaché? Et Brad Dourif reprend sa voix pour le rôle et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et d'avoir Mancini qui est encore derrière, ça donne ce gage de qualité. Ouais, on sait que ça sera... Quoique, hein, Lucas était derrière la prélogie de Star Wars. T'sais. Quel chef-d'œuvre.
Bon. La meilleure chose qu'il a faite, lui, c'est laisser à d'autres réaliser ses films. Moi, tu penses? Hey, mais grâce à Lucas, c'est ça qu'il parle du libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, que je comprends ce qui se passe. Ah oui, les routes de taxation. Puis je comprends tout ça grâce à George Lucas et Star Wars. Oui, merci. Et je veux juste reprendre la phrase à Jean-Nic. Là. Lui, la meilleure chose qu'il a faite, c'est laisser ses films à d'autres. Alors, on salue Ryan Johnson et on lui souhaite une bonne journée. Et on dit merci J.J. Abrams d'avoir essayé de ramasser quelque chose. On va passer dans la souffleuse puis dire on va prendre le produit fini. À toutes les fois que je me dis Rise of Skywalker me déçu. Puis là, je me dis il grow un peu le film de Ryan Johnson. Puis là, je me rappelle plein de bouts. Puis je fais comme pas en tout. J'haïs encore tout ce que j'haïs ça dans ce deuxième film-là. Il y a des bonnes affaires. Mais j'ai écouté Knife Out en essayant de faire mon meilleur culpa, de passer par-dessus Ryan Johnson. Malheureusement, le film il était trop long, pas assez intéressant. Puis visuellement, il n'était pas assez incroyable. C'est ça, Ryan Johnson, pour moi, t'es encore un troll de l'Internet qui, 10 ans plus tard, fait que mon film était bon. Ah non, moi, oublie ça, là, il est mort dans ma tête. En fait, plus que ça, il n'a jamais existé. Vous êtes dur. Moi, j'aime ces autres trucs. J'ai hâte de voir Knife Out. Moi, c'est terminé. Là, c'est pas mauvais, c'est comme Clou, mais en plus cheap. Ça, c'est Looper, c'était bon. Vous aviez pas aimé ça? Oui, c'était bon, Looper. Mais c'est ça. C'était comme le sixième sens. Une fois que tu as vu le punch, ça t'intéresse plus. Ouais, c'est ça, c'est fini. Mais c'est ça à Bruce Willis pour ça. Parlant de série TV, juste pour de même, là, on avait Cobra Kai, on sait tout que ça vient sur Netflix. Oui. On a eu une date officielle, 28 août. Les 2 premières saisons débarquent chez Netflix. Enfin, on va pouvoir voir ça sans se brancher sur YouTube et envoyer des pubs. Qui a fait ça d'ailleurs? Hein? Parce que moi, ils m'ont jamais attiré que ça. Je voulais le voir. Ouais. Mais je me suis toujours dit, je vais attendre. J'ai écouté la première. Ça a marché. Il y a un de tes collègues qui a pris le mot gratis pour ça. Hey, c'est-tu idiot? Ça devait être le seul cave qui s'est abonné à ça. Très peu de séries qui ont survécu, mais j'ai pas encore écouté la deuxième saison. Là, j'attends qu'elle arrive sur Netflix, mais la première, je l'avais écoutée sur YouTube et c'est génial. Vous n'êtes pas prêt pour à quel point c'est bon, cette série-là. J'avais écouté le premier épisode qu'il avait mis en démo gratis. J'avais vraiment beaucoup de fun. Sauf que là, on va pouvoir les regarder chez Netflix, puis Netflix vont continuer la série. Ouais. Écoute, on fait notre tournée de poison? On peut poisonner. On est prêt. Je commence avec qui? Battez-vous. Je peux commencer. J'en ai 2 dans le fond. Vas-y, Alan, commence. Je vais commencer avec une BD que j'ai lue. J'avais mis sur Instagram et Facebook, le Snow White de Neil Gaiman. Oui, ça va l'air cool. C'est un petit hardcover. C'est vraiment une BD. C'est pas moi, ce que j'appelle un roman graphique, c'est vraiment qu'il y a des textes puis des dessins qui vont à côté. Okay. C'est vraiment une bande dessinée pure et dure. Casse-casse. L'art est très belle. C'est du Neil Gaiman. Ça fait que tu as pratiquement l'impression encore de lire un poème de A à Z. Dans le fond, ça raconte l'histoire de Snow White, qui est très blanche, et que le monde qui est alentour d'elle ont plutôt tendance à flétrir et mourir. C'est parce que c'est une foutue vampire. Oh! Tout un twist. C'est un twist qui est super intéressant. C'est très dark. C'est très sensuel. C'est que si tu mets ça à un enfant, il y a certaines pages que tu as l'impression de checker le Kama Sutra de façon un petit peu censurée. Avec ou sans les nains? Il n'y a pas de nains vraiment là-dedans. Là. C'est parce qu'on parle des créatures féeriques de la forêt. Mais quand le chasseur a tué Snow White, malheureusement, elle n'est pas morte, mais pour réussir à survivre, là, il y a moins d'elfes, il y a moins de nains, puis elle mange tout le monde, dans le fond. Elle a mangé les nains? Elle boit tout le monde. Elle a bu les nains? Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui meurt. C'est très dark, c'est affreusement sensuel. C'est très Neil Gaiman. Sérieusement, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce petit hardcover-là. Honnêtement, là, chez Dark Horse, le Neil Gaiman librairie, là, c'est comme All Together at Party. Son Study in Emerald, qui est un mélange de Sherlock Holmes avec Toulouse. C'est awesome. Je ramasse à peu près toutes les BD qui sortent chez Dark Horse. Puis présentement, ils sortent en semi-comédium. C'est les librairies 1, 2, 3 de Neil Gaiman. Tomber là-dedans, là, c'est du bonbon, c'est vraiment plaisant. Et la deuxième chose, encore une fois, sur Amazon Prime, je checkais les films. Et c'est un film qui avait passé un petit peu sous le radar avec Daniel Radcliffe. Guns Akimbo, qui veut dire avoir 2 guns et tirer comme un acide mental. Okay. Ça raconte l'histoire d'un gars qui s'est séparé de sa blonde. C'est un gros loser semi-alcoolique qui n'a pas de vie. Il est programmeur dans une société de jeux pour cellulaire c'est un grab cash comme jeu. C'est vraiment un être ultra pathétique, mais c'est un keyboard warrior. OK. C'est que lui, quand il voit quelque chose sur Internet, il est fort, puis il va dire « Ah ouais, t'es dans ton ça chez vous, toi, tu vas coucher avec ta main, puis il fait ça, puis à un moment donné, c'est parce qu'il est dans un univers où ça ressemble un petit peu à Running Man, où il va y avoir des caméras, puis ils vont filmer 2 personnes qui s'entretuent, puis il y a des bêtes qui se mettent là-dessus. Puis il y a un soir, pendant qu'il est bien sous, il tombe là-dessus, puis il traite les gars de ce studio-là de gros losers pathétiques, puis il s'ocide avec le propriétaire du site, sans arrêt.
jusqu'au temps que du monde cogne chez eux, l'assomme, font une petite opération chirurgicale, et il se lève le matin avec 2 guns avec 50 balles chaque vissées dans ses mains. Et le gars, il est en pyjama avec ses pantoufles de petits tigres, là. Et c'est ça, il y a une fille qu'il faut qu'il essaye de le tuer, qui est sur la coke sans arrêt, avec trop de guns puis trop de lance-roquettes pour rien. Puis lui, il est imbécile. Puis il y a 2 gars de visser ses mains, puis il court partout dans la ville avec ça. Puis comme tu vois, il y a 0 discrétion là-dedans. Et juste pour vous dire à quel point que c'est stupide, que c'est cheap et que c'est drôle, une des premières séquences, c'est que ces 2 gars, il a envie de pisser. Puis tu le vois gosser après sa bite avec les 2 gars, puis jusqu'au temps qu'il s'en revole partout, il fait comme... La priorité, en réalité, ça devrait être de pas me tirer dans le pénis. Mais c'est sanglant, c'est cave, mais quel plaisir fou à écouter ça, ce film-là. Sur Amazon Prime. OK. Hey, sérieusement, si vous voulez voir Daniel Radcliffe complètement débattu avec 2 guns tirés partout, là, hein, c'est un bijou. Okay. Les effets spéciaux sont très cheap, mon sang sac. Ça me fait penser un petit peu à la Krang avec, qui avait sorti. C'est ultra rapide, c'est disjoncté. Ça mélange plein de styles. Il y a même des séquences qui ressemblent un petit peu à Scott Pilgrim parce qu'ils mettent du dessin là-dessus, puis tu sais pas pourquoi. C'est juste le fun, puis c'est du grand n'importe quoi. Cool. Donc, à voir sur Amazon Prime. Tu me le rappelles, Alan, je me rappelle que j'avais écouté la bande-annonce, puis j'étais comme excité, puis j'avais oublié un peu ce film-là. Puis là, ben, t'es revenu avec ça cette semaine, puis oui, je suis très curieux de l'écouter. Vas-y donc avec ton poison, j'en ai. Je vais y aller, comme toujours, avec 2 poisons rapides. Je pensais que t'allais dire Jeff Lemire. Je vais essayer de le bouncer un peu avec Alan, parce que mes souvenirs, et je lui ai fait lire cette semaine Weatherman. Okay. Une bande dessinée futuriste où la Terre est au prix avec plein de problèmes et on suit le personnage qui est un homme de météo qui n'a plus de souvenirs de ce qui est arrivé dans son ancienne vie. Okay. Par contre, il y a un drame qui est arrivé sur Terre où le tiers de la population a été anéanti par une gang de terroristes. Apparemment que c'était de sa faute. Sauf que c'est une bande dessinée qui est, encore une fois, c'est très cartoon, c'est vraiment, c'est beau dessin, c'est du vrai de bande dessinée. C'est ultra humoristique parce que le gars qui fait la météo, il est ultra populaire et tout le monde l'aime. Tu sais, c'est comme la vedette, je pense que les humains à ça vivent sur Mars depuis qu'il y a 18 milliards de morts sur la planète Terre. Puis lui, c'est la vedette numéro 1 de la planète. Tu sais, c'est le gars qui fait la météo, puis c'est la personne que tout le monde aime, c'est la personne la plus populaire. Jusqu'au temps que le monde découvre que c'est 18 milliards de personnes qui sont mortes, c'est possiblement à cause de lui. Et on se doute bien qu'il doit avoir des raisons pourquoi il a fait ça, mais de ce qu'on comprend, le fait que sa personnalité ait été effacée, c'est à la fois un plot twist, mais aussi une manière de gérer sa culpabilité. Donc, il y a des termes très durs, il y a beaucoup de trucs complètement éclatés qu'on voit, puis là, les gens se mettent à vouloir sa mort, puis venger. Puis lui, il est comme... La personne qui est devenue n'est plus ce gars qui a fait ça. Fait qu'il cherche à comprendre pourquoi, comment il a été conditionné à prendre ces décisions-là, mais c'est fait avec brio, avec humour. C'est vraiment une BD. Moi, j'ai capoté là-dessus. C'est publié où, ça? Image Comics. Ah, ben oui, quelle surprise. Il y a 2 TP qui sont sortis pour présentement. J'attends le deuxième. J'ai hâte de voir si ça va continuer ou si l'histoire va être close avec ça. Deuxième poison rapide. Je vais rien qu'envoyer un beau tapement de main à Netflix. On parle souvent de leur production en série télé puis en film. On oublie de parler de leur catalogue. Et récemment, 2 belles acquisitions. MK2, si je ne m'abuse, qui détient beaucoup de droits sur le cinéma classique. Il y a beaucoup de films chez Criterion qui sont là. Ça nous permet, entre autres, de réécouter beaucoup de films de Charlie Chaplin. Ils sont presque tous là. Et faites-vous plaisir à aller réécouter ça. Ça n'a pas vieilli. Ben, ça n'a pas vieilli. Oui, ça a vieilli, mais c'est encore beaucoup d'actualité. C'est très drôle. Ça s'écoute bien. J'ai beaucoup de plaisir à réécouter les Chaplin présentement. Et ils ont acquéri une bonne partie des films du studio Ghibli aussi. Oui. Donc, au niveau du cinéma d'animation japonais. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, Spirited Away, entre autres. Oui, c'est une magnifique porte d'entrée. Princesse Mononoke. Oui. Ça fait changement des films de Disney. Oui. Il en manque 2, je pense, du studio, mais il y a 100%, il me semble clairement. Non, la plupart des Miyazaki sont là, mais je pense que, mettons, Graves of Fireflies n'est pas là. On s'entend qu'ils ont quand même... Vous allez trouver Spirited Away, Princess Mononoke. De toute façon, tu vas t'écœurer avant de te rendre au 30. Oui, ben oui. Mais tu sais, il y en a une bonne dizaine facile qui sont là. Donc, ah non, tu ne tapes pas les 30. Ben, bravo à Netflix qui, au-delà de leur création, là, pense encore à leur back catalogue. Oui, puis ça fait du bien parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas ajouté quand même de stock on a l'impression que c'était des trucs qui partaient. Puis parce que, comme vous pouvez remarquer, personne n'a parlé de Curse. L'histoire de la Dame du Lac. Ah, je n'ai même pas vu. Je pensais que tu parlais du film de Wes Craven avec les loups-garous. Ouais. Non, moi je parle vraiment de l'histoire avec la petite fille qui jouait dans l'émission des cassettes. Là. Ah non, j'ai même pas vu passer ça.
Puis tu vois mon grand intérêt actuellement. D'après les critiques que j'ai pu lire, là, malheureusement, les critiques sont scindées en deux. C'est soit qu'ils vont promouvoir l'héroïne ou ils vont juste dire c'est cheap as fuck. Ouais, ça m'intéresse pas. Ouais. Ça va l'air cheap aussi. Et je vais y aller avec mon poison. Alors, juste vous dire rapidement, vu que vous en êtes vous en êtes permis 2, je vais m'en permettre 2 aussi, mais très, très rapide. J'en ai parlé la dernière fois, Extremity de Daniel Warren Johnson. J'ai reçu le 2e TP. C'est terminé, là. C'est vraiment 2 TP. Puis je suis déçu parce que c'est un univers que j'aimerais tellement qu'on puisse explorer encore. Il y a tellement de stock, il y a tellement de questions. Puis je pense qu'en même temps, c'est ce que j'ai apprécié le plus, que j'ai pas... tous les détails, puis j'ai pas de dictionnaire pour savoir ce qui se passe dans ce monde-là. Regarde, c'est ça l'histoire, c'est ça qui se passait, c'est pourquoi on en est là, tu le sauras jamais, mais que c'est bon, une histoire de vengeance, une histoire d'une petite fille qui cherche son rôle dans tout ça, qui change, son rôle change à travers la bande dessinée. Écoute, les dessins, encore une fois, j'aimais pas l'art de Johnson au début, en particulier quand on a vu les premières images de Wonder Woman, j'étais comme... C'est laid. Mais non seulement on s'y habitue, mais on en veut plus. Oui. Entre autres, ces créatures. Ces créatures sont démentes, sont géniales, sont belles. Il y a un grain qui est spécial, une espèce de sale, rough. Je sais pas comment l'expliquer. Un vomi de peinture. Là, genre, là, mais bien fait. C'est un gars qui maîtrise le noir et blanc à base, parce que si tu checkes tout l'art qu'il fait sur son Instagram partout, c'est toujours à noir et blanc qu'est-ce qu'il fait. C'est très beau. C'est très, très beau. J'aime beaucoup ce qu'il dessine. Et jetez-vous là-dessus. Là, c'est 2 TP, donc c'est pas très compliqué. Ça coûte pas très cher, puis ça vaut la peine. Bon, City of Bane. C'était la run de Tom King sur le titre de Batman, le principal, le vrai titre le plus important dans tout ce qu'il y a de livres de Bat Family. Là. C'est le gros titre sur lequel tu veux écrire. Tom King est là depuis Rebirth, donc 2016, 2017, à peu près, dans ces années-là. Ça a été une longue run d'une centaine de numéros. On est à 13 TP, si vous les voulez. Et le problème, ça c'est une petite critique, là, les 2 derniers TP ont été publiés en hardcover et il n'y a pas de softcover de disponible, alors que moi, la plupart des trade paperbacks étaient direct en softcover. Il n'y avait pas de hardcover de disponible. Donc, pour quelqu'un qui est peut-être plus pointilleux sur sa collection, là, attendez encore un peu avant que ça se termine. Je crois qu'ils faisaient les 2. Ils sortaient en Oui, ils sortent en un seul au mois de décembre. Le problème que DC, là, ils mettent 6 mois d'intervalle. Tu as le même problème avec Superman de Bendis. Sauf que Bendis, depuis le début, il offre hardcover. Ce qui est tannant avec Batman, c'est qu'il l'avait pas. On est rendu au numéro 16 qui a celui le premier TP. Ouais, je sais. C'est ça qui est plate. Mais bon. Que dire de cette run, si ce n'est qu'elle est en 2 temps? Elle a commencé, je pense, de la façon dont Tom King voulait que ça commence. Je pense que le mariage, c'était la grosse histoire, qu'il y avait quelque chose à faire avec Bane, que le gros méchant à la fin, ça allait être Bane, qu'on allait reprendre des éléments de Dark Knight Rises où Bane prend le contrôle de Gotham. Et est arrivé 2 événements qui sont venus, je pense, foirer la run de Tom King. L'imposition de Thomas Wayne de Flashpoint. On tenait à ce que ce personnage-là soit à quelque part dans l'univers de DC. On l'a crissé dans les pattes à Tom King, qui a été obligé de jongler avec ce personnage-là. Et le deuxième problème, c'est Year of the Villain, qui est venu aussi s'intégrer dans les plans de Tom King. Et ça a fait un peu dérailler sa run. Ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec City of Bane, 2 parties. Tous les plans avec Selina Kyle, Catwoman, Batman, ça fonctionne, c'est parfait. Ça ressemble un peu à Dark Knight Rises, c'est-à-dire que Batman est à l'extérieur de Gotham. Gotham a été pris en assaut par Bane, qui a été financé par Luthor, qui donc a mis les méchants dans toutes les positions stratégiques de Gotham. Et pour éloigner la Justice League de Gotham, on a pris Gotham Girl qu'on avait créé au début de la run de Tom King, qui a des super pouvoirs. Donc, on comprend que le seul rôle de Gotham Girl dans toute cette histoire-là, c'est d'être un powerhouse pour pas que la Justice League se pointe, donc pour fixer un plot hole dont on se calisse entre toi et moi. Là. Il y a plein de références à Year of the Villain, puis au fait que les Justice League sont un peu partout dans l'univers, puis que qui gâche un peu sa run. Thomas Wayne devient le méchant principal, alors que moi, ce que j'aime des runs de Batman, c'est que n'importe qui puisse les lire. Mm-hmm. Si t'as pas lu Flashpoint, si t'as pas lu Wally West qui est revenu avec... tu
il te manque un bout. Puis c'est une fausse bonne idée. Pourquoi aller foutre ça dans la continuité? Oui, c'était hot dans Flashpoint, mais tu sais, c'est un univers alternatif. La réponse est dans Dan Dizio qui s'est fait crisser dehors. Oui, c'est ça la réponse. Là. Puis, tu sais, ils cherchent pas. Là. Ils ont voulu mélanger Watchmen puis faire de Dr. Manhattan le gros méchant. Puis là, Flashpoint était... Ce qu'on se rend compte avec les explications qui sont dans City of Bane qui arrivent, quant à moi, beaucoup trop tard, là. On se rend compte que dans le fond, Flashpoint, l'univers n'a jamais été véritablement effacé. Il s'est ramassé dans l'univers de DC actuel. Thomas Wayne est là, puis honnêtement, c'est plate. Tu sais, le dernier story arc qui s'appelle City of Bane, il y a 3 cases où on voit Bane. On voit-tu sa ville un peu? On voit un peu Gotham, là, mais tu sais, il y a 3 cases où on voit Bane. Ben, je me rappelle que quand King est parti, ça s'est fait de manière où c'était pas une très bonne entente. T'sais, il travaillait encore avec DC puis tout, mais on croyait comprendre entre les lignes que c'était pas sa décision, qu'il s'était fait tasser un peu parce que il s'est fait chier ça faisait run. Plus. Ouais. Il s'est fait chier sa run. Et je pense que c'est ça, il est resté amer de ça. Puis... Ben, avec raison, puis c'est dole. Puis tu sais, je pense qu'il s'est un peu vengé dans le dernier numéro. Puis je sais pas si c'est ça qu'il a voulu faire. Moi, c'est l'interprétation que j'en fais. Mais on lui avait fourni Flashpoint Batman. On lui a imposé ça. Donc, ils l'ont envoyé en prison, puis Bane, il a cassé le dos. Problème réglé. Dan Dizio, t'es plus là, ben mange exactement. la merde. Il n'y en a plus de Flashpoint Batman. Mange la merde. On veut plus rien savoir de ça. On s'en crisse. Mais là, c'est qui le nouvel auteur qui embarque sur de la Joker War? Joker, c'est James Tynion encore. Ah, c'est James Tynion qui est là-dessus. Qui est encore dessus. Là. Que je me moquais de lui en disant c'est le gars qui met en attendant qu'il trouve un autre. Ouais. Non, il est encore là. Je sais pas si c'est bon, là, mais. J'ai pas lu encore. Le premier TP sort en septembre. Ça va être un hardcover encore. Ils sont vraiment sur le modèle de Bendis. Là. C'est-à-dire que là, ils vont les sortir en hardcover. Jusqu'à date, ce qu'on a lu de James Tynion, c'était pas mauvais. Ben, dans Justice League, c'était pas mauvais. Moi, je pense que ce gars-là méritait un spotlight. Il l'a avec Batman. Ouais. Mais on s'entend que ça a été comme des powerhouses depuis 2 décennies, Batman. Là, des Grant Morrison, Scott Snyder, puis Tom King tout de suite après. Judd Winnick. T'as eu Jeff Loeb juste un peu avant. T'as eu Brian Azzarello qui a été dessus. T'sais, les noms se sont succédés. Ça là. fait du bien des fois des champs gauches un peu. Ben oui, pourquoi pas. Moi, je suis curieux de la prochaine run. Ça a l'air que Joker War, ça va changer beaucoup de choses. En tout cas, jusqu'à maintenant, le premier numéro, il n'y a pas des mauvaises critiques. Non, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ça. Puis ils ont l'air d'être libérés aussi de Year of the Villain, puis tout ça. Puis ça me fait plaisir. Parce que Batman doit demeurer un livre accessible pour tout le monde. T'sais, oui, tu peux faire référence à ce qui se passe dans le DC Universe, mais ça doit demeurer plus accessible. Ça va, plus on check qu'est-ce qu'on voit. On voit que le G5, là, c'est abandonné. Le 5G, là, c'est oublié. C'est abandonné. Alors voilà pour mon poison. Les gars, on se revoit dans 2 semaines? Wow, ça va être dans 2 semaines. On va parler de Transformers, de Umbrella Academy et plein d'autres trucs. Oh, Transformers, j'ai hâte. Puis moi, j'ai reçu plein de TP de Robert Kirkman. On parlait tantôt qu'est-ce qu'il va faire après. Là, j'ai 3 nouvelles séries. C'est quoi? As-tu commencé Oblivion Song? Non, 4 nouvelles séries, 5 nouvelles. Non, j'ai reçu le premier book de Outcast, le premier de Kill or Be Killed. Non, c'est Die, 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 puis... Parce que moi, c'est Oblivion Song qui me tente. Thief of Thieves, c'est lequel l'autre que j'ai? En tout cas, peu bref, importe. on va s'en reparler. On finit ça avec un blanc de mémoire, Jean-Nic, merci. Ben ouais, son 4e. Les épisodes thématiques, c'est nos meilleurs. Merci beaucoup. Salut les gars! Salut!